électorale définitive qui est disponible. On connaît plus ou moins les revendications, les dénonciations de l'opposition. Mais on a aussi assisté à cette conférence de presse animée par le président de la CEI qui a expliqué certaines choses. Êtes-vous rassuré? Blaise Lasme, je commence avec vous. Mais non, les propos ou les actes de M. Kuibier ne nous rassurent pas. Nous l'avons dénoncé à maintes reprises et sa dernière conférence de presse nous a renforcé dans notre conviction que cet homme est dangereux pour la démocratie en Côte d'Ivoire. M. Kuibier a décidé, fidèle à lui-même, d'offrir à la Côte d'Ivoire une crise préélectorale. Une crise électorale et une crise post-électorale. En violant, en transgressant toutes les normes qui régissent l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Quand je parle des normes, je parle par exemple de l'exigence d'organiser une révision de la liste électorale chaque année. Ça n'a pas été fait. Kuibier argue que le temps qui lui est imparti ne permettrait pas de faire une nouvelle révision de la liste électorale. Ce qui n'est pas vrai. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2020, il y a eu une révision de la liste électorale en juin 2020. Ce qui n'a pas empêché la tenue des élections en octobre 2020. En 2015, il y a eu une révision de la liste électorale en juin 2015. Ça n'a pas empêché la tenue des élections en octobre 2025. En octobre 2015, pardon. Mais pourquoi en 2025, on veut faire entorse à une règle qui est établie? Pourquoi en octobre 2025, on veut violer la loi, le code électoral, qui a été signé unilatéralement par le RHDP à travers le chef de l'État? Pourquoi en 2025, alors qu'un budget est alloué pour la révision de la liste électorale, M. Kuibier décide de lui-même de ne pas satisfaire à cette exigence qui est légale? Donc, sa conférence de presse nous a confirmé ce qu'on pensait de lui. Il est incompétent, mais surtout il est dangereux pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ça va, on le respect. Fanny Karim, un mot sur cette conférence de presse. Merci, Evelyne. De l'institution. La CEI donc, a rendu publique la liste définitive. Et quand on regarde 7115 nouvelles personnes enrôlées donc, sur la liste électorale, preuve que, contrairement à ce qui avait été souhaité par nos amis de l'opposition du PDCI et du PPACI, de partir de la CEI en espérant que la CEI allait peut-être se crisper et arrêter de travailler, nous sommes rassurés que la CEI a continué sereinement son travail. Et d'ailleurs, suite donc à la même conférence de presse, nous nous rendons compte qu'il a été créé 989 nouveaux lieux de vote. C'est toute chose qui veut dire donc que la CEI a encore beaucoup plus rapproché donc, le bureau de vote des électeurs. Ça veut forcément dire que des trajets qui étaient parcourus à un certain moment donné pour aller jusqu'au lieu de vote, pour la plupart de ces trajets aujourd'hui donc, sont raccourcis. Et je voudrais donc féliciter le président de la CEI et l'ensemble de ses collaborateurs pour surtout sa communication. Nous avons pu voir le président de la CEI à beaucoup de rencontres avec les différentes couches sociales de notre pays. Je crois que nous l'avons vu avec les religieux et bien d'autres couches. Et je voudrais les encourager à aller dans ce sens parce que, comme il l'a dit, rien n'est trop parfait pour résister donc, à la critique. Mais dans les explications, surtout nous avons pu remarquer lors de cette conférence avec les religieux que beaucoup d'entre eux ont compris des choses qu'ils n'avaient jamais comprises et s'étaient laissés peut-être aller donc, aux rumeurs qui sont colportées sur les réseaux sociaux. Et je voudrais dire à Blaise Lasme que la CEI est la structure que nous nous sommes ensemble donnée pour gérer les élections et lui rappeler la phrase du président Laurent Gbagbo lui-même qui, dans un passé récent, disait, par exemple, que ce n'est pas la CEI qui vote, la CEI ne fait que collecter les résultats pour venir les donner au Conseil constitutionnel et qui les proclame. Et donc, ce qui était vrai hier est encore vrai aujourd'hui. Donc, qu'il prépare les élections et que nous allions aux élections et arrêter de se faire peur et arrêter de vouloir faire peur aux Ivoiriens parce que ces élections vont se passer. Un beau matin, il va se réveiller et nous sommes le 26 octobre et les élections se seront déjà bien déroulées avec un président de la République.
Fabrice Lago, votre mot à vous. On sait qu'on connaît la position du PPACI, comme je l'ai dit. Pendant sa conférence de presse, le président de la CEI est revenu sur le fait que certaines irrégularités dont ils avaient reçu les preuves ont été corrigées. Toujours pas rassuré par rapport à cela? Madame, vous savez, M. Kubiès est un militant du RADP. C'est comme ça qu'il se comporte et c'est comme ça qu'il agit. Vous avez les preuves de ce militantisme au RADP? Je pense que tout à l'heure, lorsque le camarade Blaise Las parlait, il a évoqué la violation de la loi. J'ai été surpris de ne pas voir M. Fani le contredire. Parce que oui, madame, quand on viole le code électoral, quand on viole la loi, quand des partis politiques travaillent sur la liste électorale, vous fournissent des preuves. Quand votre liste électorale elle-même comporte des imperfections, que vous refusez de les corriger, vous vous conduisez comme quelqu'un qui est en mission. Et vous êtes en mission pour servir certainement le parti au pouvoir. Mais j'ai aussi entendu monsieur Fani, qui, citant le président Laurent Gbagbo, a rappelé que la CEI collecte les résultats et puis le Conseil constitutionnel les proclame. Ah, je suis content de l'entendre dire que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats parce qu'en 2010, on a vu des gens ici prendre des armes et endeuiller la Côte d'Ivoire, estimant que le Conseil constitutionnel n'avait pas dit le droit. Donc si on est tous d'accord aujourd'hui que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats, c'est une bonne avancée. Ça veut dire que les leçons démocratiques que nous évertions à donner au cadre du RADP avancent. Mais madame, ce qu'il faut retenir et qui est essentiel pour nous au PPACI, nous disons que la CEI, qui est l'aboutissement d'un combat mené et porté par le président Laurent Gbagbo depuis l'opposition, est aujourd'hui travesti par le parti au pouvoir. Et je rappelle qu'en 2010, les élections dont on parle, elles avaient donné lieu à un consensus. Pour être rassurés à cette époque-là, l'opposition politique et l'opposition armée réunies avaient demandé à avoir la présidence de la CEI. Dans cette commission électorale indépendante, ils étaient majoritaires. Voici comment M. Camille Oguier a quitté la tête de la CEI, où il a été remplacé par M. Begré Mombe et ensuite par Youssouf Bakayoko. Donc, quand ceux qui, hier, pour être rassurés pour aller aux élections, ont confisqué 60% du territoire, ont exigé d'avoir la CEI, aujourd'hui refusent d'entendre les arguments juridiques et des raisons que nous avançons, cela nous convainc sur le fait qu'il y a une collision entre le parti au pouvoir et la commission électorale. D'ailleurs, nous en sommes sortis, donc ce qu'elle fait ne nous engage plus. Merci. Nzi Kokora. Alors, je note que, avec grande satisfaction du processus électoral donc, qui a débuté depuis octobre 2024, avec la collecte donc, des données dans le cadre de la révision de la liste électorale et qui vient de s'achever depuis le mercredi 4 donc, juin, affichage donc la liste définitive. Je crois que la CEI a travaillé avec célérité, ce qui nous a permis d'avoir dans cette liste définitive avant le 20, parce qu'au départ, la CEI avait annoncé le 20 juin. Donc il faut les féliciter, le travail donc, que la commission a réalisé en un temps vraiment très record. Et pour ma part, on n'est pas étonné par rapport à la position de nos amis de l'opposition, parce qu'ils savent, tout le monde sait qu'ils n'ont pas préparé les élections. Ils ont boycotté le processus de révision des listes électorales depuis 2010. Et c'est en 2022 qu'ils sont revenus dans le processus. Et leur préoccupation majeure, c'est que le nom de Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale. Donc, quel que soit ce que la CEI va faire, nos amis ne seront jamais satisfaits tant que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Donc, il faut que nos amis arrêtent donc, cette CEI bashing. Comme Fanny l'a dit, Gbagbo l'a dit, il a répété à sa cité que ce n'est pas la commission électorale indépendante qu'on gagne les élections. Il faut se préparer. Une ambition présidentielle, donc c'est quelque chose de sérieux. Il faut se préparer pour aller aux élections. Nous, au RADP, nous sommes préparés et nous avons participé à toutes les révisions de liste électorale. Donc, ne pas faire une révision de liste électorale avant les élections présidentielles n'est pas à notre avantage, n'est ni à notre désavantage, parce que les 8,7 millions de personnes sur la liste électorale, nous allons tous donc essayer de convaincre ces personnes qui sont inscrites sur la liste électorale avec un projet. Donc, si elles sont convaincus, alors elles vont nous voter. Donc, vraiment, nous n'avons pas de préoccupation. Les frères parlent de violation donc, du code électoral, mais il faut qu'ils lisent la loi. L'article 6 dit « La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement
par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Nulle part, il n'est précisé une période précise où la commission électorale indépendante doit faire donc la révision de la liste électorale. Ah, c'est un. De deux, nous avons tous convenu que compte tenu de ce qu'on ne peut pas faire une révision de liste électorale avant les élections présidentielles, nous avons tous accepté que les enfants de 17 ans, donc en octobre, et qui vont avoir 18 ans en mars, lors de l'affichage de la liste provisoire, puissent s'inscrire sur la liste électorale. Quand vous dites nous tous, les vous partis des politiques, les acteurs de la société civile, les membres de la commission électorale indépendante, nous sommes tous accordés sur cette exception. Ils étaient tous d'accord. Ils ont appelé les mineurs à s'inscrire sur la liste électorale. Parce que la logique, c'est quoi, madame? Si tant est que il devait avoir une révision de liste électorale avant les élections, pourquoi enrôler, anticiper sur les enfants qui vont avoir 18 ans en mars? On aurait dû attendre en mars ou en avril et puis les enrôler. Voyez-vous, donc la malhonnêteté, elle est là. Vous avez accepté de rentrer dans un processus dont il doit finir en juin. Nous commençons les parrainages en juillet et les dépôts de candidature le 26 juillet. Pendant que nous sommes en train de récolter les parrainages, on ne peut pas être dans un processus de révision des listes électorales encore. Et ça, vraiment, il faut que nos amis le comprennent. Deuxième chose, d'ailleurs, il a parlé de révision des listes électorales en 2020, donc qui s'est déroulé en juin. Mais justement, les partis politiques de l'opposition ont condamné cette façon de faire et ont demandé à la commission électorale indépendante de ne plus faire de révision des listes électorales dans la période où nous sommes en train de faire le parrainage. Et c'est ainsi que le président de la commission électorale indépendante a discuté d'un raisonnable, donc qui a commencé en octobre et qui doit finir en juin. Donc il faut que nos amis de l'opposition soient responsables et ne remettent pas en cause les acquis à travers les dialogues que nous avons eus et donc aller vers les élections présidentielles de 2025 et après les élections de 2025, si la commission électorale indépendante dispose donc de temps, elle fera une révision des listes électorales puisque la loi ne lui fait pas obligation de faire une révision des listes électorales avant les élections présidentielles et à une date précise. On vous a bien compris. Blaise Lasme et Fabrice Lago, que répondez-vous à cela? Donc le RHDP qui semble présenter un tableau d'une opposition qui est incohérente, qui suit un processus ensuite qui en ressort, qui dénonce ce processus. Qu'est-ce que vous répondez? Non, on ne répond pas à tout, madame. On ne répond pas surtout aux mensonges. On est venu ici pour construire l'opinion. On n'est pas venu pour s'amuser ici. Alors, madame, la loi dit que la liste électorale doit se faire annuellement. Et il est de coutume qu'en période, en année d'élection présidentielle, la liste électorale se révise avant les élections présidentielles. Ils disent qu'il n'y a pas une date qui est fixée. À quel moment donc prévoit-il, puisqu'il parle au nom de la CEI maintenant, à quel moment il prévoit de faire cette révision de la liste électorale? D'autant plus que s'il y a un deuxième tour, les élections vont se finir en novembre. À quel moment il prévoit de faire la révision de la liste électorale en 2025, là où on est à 4 mois des élections, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Est-ce que c'est à 1 mois et demi de la fin de l'année qu'ils auront le temps? Ce n'est pas logique. Je réponds même parce qu'il dit, mais mes préoccupations sont simples, elles sont factuelles. La CEI a réclamé aux Ivoiriens de l'argent pour faire une révision de la liste électorale. Et l'État de Côte d'Ivoire a mis cet argent à leur disposition. Pourquoi ils ne font pas cette révision de la liste électorale? La CEI, en 2015, a commencé à faire une révision de la liste électorale en juin. Ça n'a pas empêché que l'élection puisse se tenir en octobre. En 2020, en dépit du parrainage qui venait d'être introduit, ça n'a pas empêché la CEI de faire une révision de la liste électorale. Maintenant, quand il dit que les partis politiques de l'opposition s'en sont pleins, quand il dit que les partis politiques de l'opposition sont d'accord avec leur mode opératoire, je dis que c'est faux. Tout est archi faux. Mais pourquoi est-ce qu'on leur demande? Ils ne nous donnent pas. Est-ce qu'on ne demande pas? Ils nous disent qu'on vous a donné ce que vous avez demandé. C'est faux. Madame, on n'a jamais demandé que la révision de la liste électorale se fasse après l'élection présidentielle. On ne s'est jamais plaint du fait que cette révision se soit faite alors qu'il y a eu le système de parrainage qui était en place. Surtout que dans la même période, on était dans une logique de contestation du 3e mandat de M. Alassane Ouattara. Donc ce qu'il dit n'est pas vrai. Concentrons-nous sur l'essentiel. Qu'est-ce qui vous empêche de faire en 2025 ce que vous avez fait en 2020? Qu'est-ce qui vous empêche de faire en 2025 ce que vous avez fait en 2015? De quoi avez-vous peur, RHDP? C'est ça qui est la question. Fanny Karim? Oui,
Evelyne, nous ne sommes pas ici représentants de la CEI. Tout à fait. Nous, on ne représente pas la CEI. La CEI est l'organe mis en place par l'ensemble des partenaires aux élections pour gérer les élections en Côte d'Ivoire. Et nous, nous sommes intéressés par les élections. Et donc, nous tenons compte du chronogramme fixé par la CEI, parce que c'est ce que la loi dit. C'est la CEI qui fixe la loi de ces différents processus. Et donc, nous nous conformons à cela et nous savons qu'il y a des élections qui viennent le 25 octobre 2025. Nous travaillons en conséquence et cette date, elle est connue de tous les partis politiques depuis le début de la révision dont nous venons d'avoir l'achèvement aujourd'hui. Parce que ça, il faut le leur rappeler, c'est à l'affichage la semaine dernière de cette liste-là qu'on peut considérer que la révision qui a commencé en octobre-novembre 2024, c'est aujourd'hui que cela s'est achevé, en respectant les différentes étapes de la révision. Pour être honnête, là où quelqu'un veut vraiment préparer des élections, parce que nous savons qu'il ne prépare pas d'élections, comment est-ce qu'on peut demander aujourd'hui, alors que le mois de juin pointe déjà à l'horizon pour que nous en arrivions donc à la collecte des parrainages, que le PPACI peut aujourd'hui demander que nous rentrions encore dans un processus qui va faire encore 6 mois alors que les élections sont dans pratiquement 4 mois. C'est une demande qui ne date pas de maintenant. Cette revendication de l'opposition qui a réclamé une nouvelle révision de la liste électorale, elle ne date pas de maintenant. Il y a eu une révision de la liste électorale qui a commencé en novembre, en septembre, octobre. C'est ça qui s'est achevé aujourd'hui. Mais c'est à quel moment, alors que nous avons des élections qui viennent dans 4 mois, nous allons encore faire une révision et puis l'achever. On connaît, il y a longtemps qu'ils n'ont pas de candidats, ça c'est un. Peut-être qu'on va revenir là-dessus. Donc, du coup, les élections ne les intéressent pas. Nous avons un candidat et nous sommes tenus d'aller à ces élections. Deuxième chose, le piège qu'ils cherchent à tendre à l'ensemble de la République de Côte d'Ivoire, c'est que nous nous concentrons sur la loi électorale jusqu'à aller violer la Constitution. Constitution qui prime sur la loi. Parce que la Constitution dit que le dernier samedi du mandat du président, du mois d'octobre, de la dernière année du président, les élections doivent se tenir. Si, ici, aujourd'hui, on essayait de donner suite à ça, parce que c'était pour aboutir à ces... Mais ça ne nous permet pas d'organiser les élections présidentielles. Et quand vous avez écouté Katina, il a dit quoi? Mais il faut dissoudre la commission électorale indépendante. On lui demande, mais quand on dissout la commission électorale indépendante, on fait comment? Il dit, on n'a qu'à dissoudre, puis après on verra. Ces gens, ils ont créé la crise dans les têtes. Ils sont en train de préparer une crise dans le pays. Et quand vous les avez écoutés, les beaux messieurs, ils n'ont fait que répéter crise, crise, crise. Dans leur esprit, la Côte d'Ivoire doit être en crise. Mais vous vous trompez. La période où vous aviez les moyens pour créer la crise dans un pays est dépassée. Vous n'avez plus les moyens de violence pour créer la crise dans notre pays. Et ça, vous devez l'intégrer dans votre esprit. Et donc, nous disons, ensemble, nous avons accepté de mettre en place un chronogramme de révision de liste électorale qui finit en juin. En juillet, on commence les parrainages. En août, on commence le dépôt des candidatures. Il n'est pas possible, sauf si vous êtes des magiciens, d'organiser une révision de liste électorale avant d'aller aux élections présidentielles de 2025. Donc vous vous trompez. Arrêtez donc de distraire les Ivoiriens. Ceux qui se sont préparés pour aller aux élections, aujourd'hui sont engagés dans le processus, iront aux élections. Ceux qui ne veulent pas y aller, mais vous allez rester à la maison. Merci, M. Kokora. Blaise Lasme. Oui, madame, j'attends de vous que vous puissiez vraiment souvent regarder au mieux le débat, parce qu'on assiste à des sorties de route et puis beaucoup de bavardage. On dit des choses qui sont factuelles. En 2020, il y a eu une révision de la liste électorale qui a commencé le 10 juin. Elle s'est achevée le 24 juin. Il y a eu une prorogation. Ça fait 3 fois que vous dites. Hein, oui, mais la répétition est pédagogique. La répétition est pédagogique. Il y a eu une prorogation jusqu'au 30 juin et finalement, la prorogation s'est achevée le 5 juin 2020. Le 5 juillet, pardon, 2020. Ça voudrait donc dire qu'il est possible de faire une révision de la liste électorale en année électorale. Il est possible parce que nous sommes en juin, il n'est pas encore tard. Donc, celui qui demande une révision de la liste électorale, c'est celui qui veut que les conditions d'élection soient optimales. C'est tout ce que nous demandons. Moi, j'ai une question pour le RHDP à travers ces représentants qui sont là. Qu'est-ce qu'ils perdent si on fait une révision de la liste électorale? Surtout qu'il y a un budget qui a été alloué pour ça. Qu'est-ce qu'ils perdent? Surtout que ça a déjà eu lieu en 2020, ça a déjà eu lieu en 2015.
il parle de loi à respecter. Est-ce à dire qu'en 2020, ils n'ont pas respecté la loi? Est-ce à dire qu'en 2015, ils n'ont pas respecté la loi? Je pense qu'il faut sortir des émotions. Il faut sortir de cette volonté de s'accaparer le pouvoir, vaille que vaille, en violant ou en banalisant toutes les lois. Et il faut s'inscrire dans le sens de la promotion de la démocratie véritable. Cette démocratie-là implique que tous les acteurs et tous les Ivoiriens soient associés autant que faire se peut dans le processus de décision au niveau de l'élection présidentielle. Pour ça, il faut ouvrir une révision de la liste étoile. Ce qu'on demande, c'est simple. Ce qu'on demande est tellement simple, on ne sait pas ce que ça leur coûte. Donc, je ne sais pas, c'est difficile même d'épiloguer sur quelque chose qui est tellement évident. Alors, messieurs du RHDP, nous vous demandons pardon, acceptons une révision de la liste étoile, surtout qu'en parlant, à chaque fois, ils disent que vous, mais pourquoi ce qu'on dit maintenant, vous n'acceptez pas? Parce qu'ils tentent de nous associer à leur mascarade. Nous n'avons jamais accepté le principe qu'il n'y ait pas une révision de la liste étoile en 2025. Nous n'avons jamais accepté ça. Il ne faut pas qu'ils nous associent à une mascarade. Ils veulent confisquer le pouvoir, ils veulent opérer un braquage électoral, ils veulent faire un passage en force. On va s'opposer à ça, mais avec les moyens que la Constitution nous offre. Mais il ne faudrait pas qu'ils nous associent à ce meurtre de la démocratie en Côte d'Ivoire. D'accord. Avant de vous donner le temps de répondre, moi j'aimerais que vous puissiez répondre à une question qu'ils ont posée également sur ce plateau, parce qu'ils vont répondre à vos questions, de ce que aussi les Ivoiriens se disent. Finalement, cette opposition-là est-elle en train de se préparer pour des élections? Quelle est son offre politique? Que propose-t-elle pour la Côte d'Ivoire? C'est un peu le débat que nous, journalistes, attendons, notamment sur le fond de la question de chaque candidat. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'on propose aux Ivoiriens? Qu'en est-il au niveau du PPAC? Nous avons une offre politique. Nous avons un projet de société, nous avons un programme de gouvernement. Mais à quel moment on parle de programme de gouvernement? C'est quand tu as un candidat. Quand les règles établies sont équitables, qu'on commence à parler maintenant du programme de gouvernement. Mais le match n'a même pas recommencé et on va dire voici la composition de notre équipe. Ça ne marche pas comme ça. Nous avons un programme, nous sommes prêts, nous avons des bonnes idées pour les Ivoiriens. Et les Ivoiriens nous connaissent en matière d'idées, en matière de production et de diffusion d'idées. Quand on parle de programme de gouvernement en Côte d'Ivoire, dans le microscope politique, ça vient de nous. C'est nous qui avons donné l'idée, c'est nous qui avons donné la première fois un programme de gouvernement ici en politique, ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes les pères de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous sommes des pères d'un projet de société. Nous sommes les pères d'un programme de gouvernement. Nous avons un programme, nous avons un projet. Mais il s'agit d'abord d'élaguer la situation politique. C'est qui est notre candidat? C'est à ça qu'on travaille. Ensuite, quelles sont les conditions? Qui va aux élections, quelles sont les conditions? C'est lorsque les règles sont établies, sont claires, sont saines, qu'on décide maintenant de dévoiler aux Ivoiriens ce qu'on prévoit pour eux. Alors, dans ces conditions-là maintenant, où il y a quelqu'un qui veut faire un 4e mandat, il y a quelqu'un qui doit être candidat, qui ne l'est pas, comment dans ce désordre-là on peut parler de programme de gouvernement? Ça n'a pas de sens. Fanny Karim. Oui, Evelyne, merci. Vous avez bien fait de lui poser cette question. Parce que c'est la colle, ça, à leur niveau. Ils n'en ont pas. Il a même parlé de braquage. Ce n'est pas le RHDP qui va faire un braquage électoral face au FPI qu'ils ont laissé derrière eux là-bas pour aller créer quelque chose avec lequel ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Je vais vous donner quelques petites statistiques. Ils disent qu'on veut braquer des élections. Ils ont participé aux élections locales dernières. Ils ont participé aux législatives, ils ont participé aux régionales, ils ont participé aux élections municipales. Et voilà les résultats sur le terrain actuellement. Parce que la Côte d'Ivoire ne les a pas attendus. La Côte d'Ivoire a continué. La vie politique en Côte d'Ivoire a continué. Ils ont souvent l'impression que quand ils étaient hors du processus, la Côte d'Ivoire a pris congé ou encore la vie politique a pris congé ou bien a fait une trêve pour les attendre. Non, non, la Côte d'Ivoire a continué. C'est pour ça que quand ils sont allés aux élections de 2023, les élections locales et puis les élections législatives, en ce qui concerne les députés, sur 257 députés, ils n'ont eu que 18 députés, 7%. Là où le RHDP a 64% avec 164 députés. Ils sont allés aux élections municipales. Là où le RHDP a 147 maires sur 201 maires, soit 73%, le PPAC a eu 6 maires, soit 2,9%. Et on va continuer avec les régions, là où le RHDP a 27 régions sur
31 régions, soit 87%, le PPAC s'en est tiré avec 0 région. Mais c'est pour ça que ces gens ne veulent pas aller aux élections. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, ils n'ont pas de programme de société à proposer. Non, je ne l'ai pas dit, j'ai posé une question. Moi, je suis journaliste, je fais mon travail. Je pose des questions sur la base de ce qu'on entend dans l'opinion. C'est qu'ils ne peuvent pas aller aux élections. Et puis, ils parlent de démocratie. Ceux-là ne peuvent pas parler de démocratie à quelqu'un. Nous, on a été à l'opposition sous cela. Nous, on a été à l'opposition sous cela. Aujourd'hui, ils font des meetings un peu partout. Mais qu'ils nous disent combien de meetings nous, on a fait. Ici, pendant qu'ils étaient au pouvoir pendant 10 ans, on n'a pu faire aucun meeting. Il n'y avait que eux qui avaient droit à la parole. Aucun meeting? Injure publique partout dans toutes les places. Non, s'il vous plaît. Non, mais il est dangereux, mais s'il vous plaît. Comment il peut me mentir? Laissez-le parler. Tu abuses. Vous aurez votre temps de parole. S'il vous plaît, non, on a une maladie. Allez-y, Fanny Karim. Toucher à leur point sensible qu'il s'agit. Non, mais vous avez quel fini, point vous vous sensible? calmez. Ouattara n'a pas fait le meeting. Blaise Las, s'il vous plaît. Blaise Las. Non, je suis très calme. Mais laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Vous aurez votre temps de parole. Justement parce que les Ivoiriens nous écoutent. Mais vous ne devez même pas accepter qu'ils disent ça. Mais vous ne même pas accepter que la liberté d'expression. Monsieur, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Non, non, Evelyne. On vous a écouté pendant votre temps de parole. Laissez-le terminer. Et puis vous réagissez. C'est bon? Vous avez dit les... Messieurs, s'il vous plaît, j'ai la parole. Vous avez dit les Ivoiriens nous écoutent. Justement, pour nous écouter, ils ont besoin d'ordre sur le plateau. Ils ont besoin que chacun parle à son temps. Non, je veux qu'on retienne qu'ils disent que Ouattara n'a pas fait de meeting. Mais vous aurez le temps de réagir à ça. Vous aurez le temps. Vous êtes là. Allez-y, Fanny Karim. Ouattara dont tu parles tant. Alassane Ouattara, s'il vous plaît, messieurs. Oui, puisque c'est comme ça qu'il l'a dit. Allons-y. Alassane Ouattara. Mais vous savez pourquoi il est encore en vie? Il a eu la vie sauve parce qu'il a eu la chance d'avoir une échelle ce jour-là dans sa clôture, où il a sauté sa clôture, parce que vous avez envoyé des gens. C'était lors d'un meeting. Blaise Las, s'il vous plaît. Ça n'a pas d'importance. Vous aurez votre temps de parole. S'il vous plaît. Lida Kwasi l'a écrit dans son livre. Vous avez envoyé des militaires aller regarder chez l'ambassadeur de l'Allemagne s'il était là et puis de l'éliminer. Ça est dans le livre. Alors, donc, je voudrais vous dire que nous, on ira aux élections et vos caprices ne vont pas empêcher la Côte d'Ivoire d'aller aux élections. Quand ils parlent il va y avoir une crise, il va y avoir une crise. Mais c'est normal, quand on écoute leur meeting, tout ce que Gbagbo a dit de l'autre côté, mais c'est la même chose. On a écouté un discours fleuve, ponctué je sais pas, de souris ou de quoi, mais on a pu comptabiliser près de 14 fois le mot combat. On reviendra sur le discours parce que c'est notre deuxième sujet. Pour l'instant, nous sommes sur la liste électorale, l'audit demandé par l'opposition. Ce que je vais dire sur la liste électorale pour terminer, quand la révision a été ouverte, le RHDP a déployé toute sa machinerie pour glaner tous ceux qui étaient en âge de voter et tous ceux qui étaient mineurs et qui étaient autorisés à être sur la liste. C'est ce que nous avons fait. Sinon, même la révision qu'ils réclament, s'ils l'ont, ils pensent qu'ils seront les seuls à encore collecter des gens pour mettre sur la liste électorale. Non, le RHDP ira encore trouver des gens pour mettre sur la liste électorale. Mais nous sommes respectueux des principes qui disent que c'est la CEI qui propose la date des différentes opérations de révision de la liste électorale. Et donc nous nous en tenons à ça et nous sommes prêts à aller aux élections avec ou sans le PPAC. Mais sans tenir à cela, n'est-ce pas, est-ce que ce ne serait pas une manière de préparer une contestation post-électorale, selon vous? Ils ont déjà participé à une seule élection qu'ils n'ont pas contestée. Donnez-moi une seule élection que le FPI a gagnée. Une seule élection. Donnez-moi une seule élection. Depuis que Fobagny est décédé. Jusqu'à aujourd'hui, citez-moi, ils peuvent même citer une seule élection que le PPAC, sinon le FPI devenu PPAC, a gagné en Côte d'Ivoire. Donnez-moi une seule. D'accord. Ils sont là, je les mets au défi qu'ils nous disent, nous, quand nous étions FPI ou bien PPAC, nous avons participé à telle élection présidentielle, députation ou municipale, y compris, où ils ont eu la majorité en Côte d'Ivoire, je les mets au défi. Merci. On va leur donner la parole. Moi, j'aimerais donner la parole à un téléspectateur, Yaya Bamba, qui nous appelle d'Abobo, s'il est toujours avec nous. Bonsoir. Mais quand on dit que de l'argent a été d'accord, donc vous êtes nombreux à vouloir participer à cette émission. Le téléphone est ouvert et vous pouvez nous appeler. Blaise Las, Fabrice Lago d'abord, ensuite Blaise Las sur ce qu'on a déjà dit sur le plateau. Avant d'utiliser mon temps de parole, permettez-moi de relever deux choses. La première chose, c'est que tout à l'heure, lorsque on mais a ça, dit... ça fait partie de son temps de parole. Fanny Karim, s'il vous plaît. Non, ça mais d'accord, mais laissez-moi, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Merci, madame.
Allez-y. Tout à l'heure, lorsque quelqu'un a dit Ouattara, vous avez exigé qu'il soit dit Alassane Ouattara. Je vous prie d'exiger qu'il soit dit M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. On le fait toujours. Non, parce que tout à l'heure, j'ai relevé plusieurs fois où ce monsieur a dit Gbagbo, Gbagbo. Donc, j'attire juste votre attention là-dessus afin que donc, les monsieur règles de Laurent bienveillance, Gbagbo, Alassane Ouattara, soient ou réciproques. monsieur Gbagbo, monsieur Ouattara. Je voudrais aussi rappeler, comme c'est vous qui conduisez le débat, que vous avez demandé tout à l'heure à Blaise Lard de répondre à une question que ce monsieur posait. Il a répondu, mais il a posé une question à laquelle ils n'ont pas répondu. Si vous permettez, je répète la question. Qu'est-ce que le RDP perd si on fait une révision? Le RHDP, vous voulez dire? Bon, c'est le même groupe. Qu'est-ce qu'ils perdent, ces messieurs, si on fait une révision? Vous aviez promis leur transmettre la question, mais ils n'ont pas répondu. Est-ce qu'ils peuvent au moins répondre pour que à leur temps de parole, ils ont répondu. Donc, ils ont répondu. J'ai répondu que s'ils l'obtiennent, nous irons à la collecte des électeurs. Donc, est-ce qu'il est possible qu'ensemble, le RADP et le PPACI, on se mette ensemble? On n'a pas à s'associer à vous, on n'a pas la même politique. D'accord, madame. Voilà. J'ai eu ma réponse. On n'a pas à s'associer à vous. Monsieur, calmez-vous. Voilà. Si vous êtes trop excité, calmez-vous. Ah oui, oui. Allez-y. Tout à l'heure, lorsque M. Kokora parlait, il a dit l'article 11. M. Kokora, en fait, quand on cite un article, il faut donner le test. Sinon, on se perd. Mais c'est le code. Non, laissez-moi parler. Laissez, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas donné la parole. Allez-y. J'ai dit en droit, le minimum, quand on cite un article, on cite le test. C'est-à-dire que, par exemple, l'article 11 de la Constitution ou l'article 11 du Code électoral pour nous permettre de suivre votre raisonnement. Ça, je vous l'approche juste, ce n'est pas un débat, en fait. Merci. Ensuite, madame, sur la CEI, vous avez entendu, les Ivoiriens ont entendu. Nous sommes le PPACI. Et nous avons à cœur de transmettre des valeurs. Nous avons à cœur de construire une Côte d'Ivoire de valeurs. Le président Gbagbo nous le répète tout le temps que nous échangeons avec lui. Il dit qu'il est à l'étape de la transmission. Et nous avons à cœur de transmettre des valeurs. Et parmi ces valeurs-là, il y a le respect de la loi. Nous pensons que c'est une valeur cardinale que nous voulons léguer à la Côte d'Ivoire, que nous voulons transmettre à la jeunesse aujourd'hui. Donc, quand on a en face de nous des messieurs qui eux-mêmes ont pris un code électoral par ordonnance, je rappelle, le code électoral a été pris par ordonnance, et qu'ils le violent, et qu'ils trouvent des raisons farfelues de justifier ce viol, nous disons qu'ils font du mal à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas au PPAC qui font du mal. Ils font du mal à la Côte d'Ivoire. Parce que quelles sont les valeurs qu'ils transmettent? Madame, j'ai écouté M. Fanny qui disait, non, on a battu, ils ont obtenu tel nombre de maires, tel nombre de députés. Dois-je rappeler que la seule élection à laquelle le président Gbagbo et à laquelle Alassane Ouattara ont participé et où les résultats n'ont pas été contestés, c'était l'élection présidentielle de 2010. Et au premier tour, il y avait 275 000 voix entre le président Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Donc, nous, on n'est pas des passéistes et on n'est pas des négationnistes. Nous nous projetons dans le futur. Nous voulons construire... Vous avez gagné ces élections? Je peux continuer? Allez-y, continuez. Merci. Nous voulons construire une Côte d'Ivoire démocratique. Nous pensons que la pluralité politique, elle est vitale pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous nous battons. Ces messieurs laissent entendre que nous n'avons pas de programme. Madame, quand même, on parle de Laurent Gbagbo. Quand il écrivait ses premiers livres pour parler de la Côte d'Ivoire, c'était avec encore une bourse burkinabé, ils étudiaient. Il faut respecter le président Laurent Gbagbo. Quand il écrivait des livres pour partager sa vision de la Côte d'Ivoire, bon, je sais pas moi qui le dis, c'est un jeune cadre du RADP, Bodo Yapo, qui le dit que le chef de leur parti avait encore la nationalité burkinabé. Donc, quand on fouille la bibliographie du président Laurent Gbagbo, mais on y trouve à profusion les idées qu'il a développées, qu'il a nourries pour la Côte d'Ivoire. Donc, entendre ces messieurs dire qu'ils n'ont pas d'idées, ça me fait doucement rire. Monsieur, ne soyez pas des négationnistes, on est ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire. Vous rentrez dans n'importe quelle bibliothèque en Côte d'Ivoire, ici, vous trouvez des livres écrits par Laurent Gbagbo où il partage ses idées, ce qui n'est pas le cas de votre leader. La seule chose où il partage ses idées que nous avons, c'est des vidéos où des gens disent avoir pris l'exemple pour lui. Donc calmez-vous quand on parle d'idées, soyez un peu respectueux. Donc madame, je voudrais insister là-dessus. Au PPACI, nous avons les idées et les hommes pour gagner l'élection. Et c'est justement parce que nous avons les idées et les hommes que nous voulons que le processus soit démocratique et transparent. Ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui, c'est pour que le processus soit démocratique et soit transparent. Et nous insistons là-dessus. Ce n'est pas nous qui voulons de la crise. Madame, je voudrais rappeler, quand le président Laurent Gbagbo a remporté brillamment son procès à la CPI, qu'il est rentré, contre l'avis de la majorité des membres de son parti, il a rendu visite au chef de l'État au palais présidentiel. C'était un geste d'apaisement. En plus de cela, il a accepté qu'en dépit des critiques que nous formulions contre la CEI, il a permis que le parti participe aux élections municipales et régionales.
c'était un geste d'apaisement, madame. Par la suite, nous sommes allés aux différents dialogues convoqués par le gouvernement. C'était des gestes d'apaisement, madame. Nous avons aussi écrit au Premier ministre pour demander le dialogue. Maintenant, c'était des gestes d'apaisement. Mais quand nous faisons tous ces gestes, que nous appelons le parti au pouvoir au dialogue, que nous appelons le chef de l'État et son gouvernement à s'asseoir pour discuter, on ne peut pas nous accuser, nous, de vouloir faire une crise. Ceux qui veulent la crise, c'est ceux qui disent non, on n'a plus le temps de discuter. Ceux qui veulent de la crise, c'est ceux qui disent non, on n'a plus le temps de faire une révision de la liste électorale. Ceux qui veulent de la crise et qui veulent s'accaparer le pouvoir, c'est ceux qui piétinent la loi. C'est ceux qui piétinent les libertés publiques et individuelles. Donc, il faut quand même être sérieux dans ce pays. Nous avons envoyé des signaux, mais ce n'est pas par peur. C'est parce que nous aimons la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'aiment la Côte d'Ivoire que lorsqu'ils sont au pouvoir qu'ils peuvent en jouir. C'est parce que nous aimons la Côte d'Ivoire, que nous sommes accrochés à la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes des enfants de la Côte d'Ivoire, que nous souhaitons qu'un dialogue constructif s'installe pour que nous ayons des élections libres, démocratiques et transparentes. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes assis sur ce plateau, mon camarade Blaise Lasp et moi, c'est pour dire encore une fois qu'en 2020, il y a eu la révision en juin et il y a eu la présidentielle. En 2025, essayons de faire la même chose. Réglons les problèmes avant les élections, parce qu'en 2020, il y a eu 83 morts. Combien de morts faut-il pour qu'on soit satisfait? Donc nous disons, nous voulons éviter la crise. Et j'insiste là-dessus, je voudrais que les téléspectateurs le perçoivent. Nous sommes ceux qui voulons éviter la crise. Et nous sommes dans cette posture, c'est pourquoi nous tendons toujours la main pour le dialogue. Mais si le dialogue nous est refusé, nous n'aurons d'autre choix que de nous battre pour défendre nos droits. Guy Nepa nous appelle de Guy Glo. Je vais vous donner la parole, Inzi Kokora. Guy Nepa nous appelle de Guy Glo, s'il est toujours là. Bonsoir. Bonsoir, madame. On vous écoute pour votre avis. Je voudrais déjà saluer la présence du professeur Fanny sur le plateau. Et moi, en écoutant les représentants des différents partis politiques sur cette question de la révision de la liste électorale, le sentiment que ça me donne en tant qu'Ivoirien, c'est la crispation, c'est la crainte. C'est l'ensemble de la classe politique en Côte d'Ivoire qui prépare une crise. Pas que les représentants, pas que les partis politiques, à travers leurs représentants, dans leurs propos, rassurent les Ivoiriens. Pour qu'ils rassurent les Ivoiriens. Quand on dit que l'opposition prépare la crise et tout, d'accord, ça peut se justifier, parce qu'on ne parle pas d'élection, on parle de contestation et tout. Mais il est indéniable aussi qu'il y a un budget qui a été dégagé pour la révision de la liste électorale. Quelle est l'utilité de faire une révision de la liste électorale après octobre 2025? Alors que ça a été fait en quelques semaines, en 2015, en 2020. Il faut que la classe politique rassure les Ivoiriens. Et à 4-5 mois des élections, là, la classe politique ne nous rassure pas du tout. Crise par-ci, ils vont nous trouver sur la route par là, ils vont nous faire ci, ils vont nous faire ça. Mais attends, vous êtes à Abidjan dans vos bureaux. Nous sommes à l'intérieur. Entre nos populations, vos discours ravivent certaines tensions dans le cœur des Ivoiriens et les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Nous, on a désigné des gens, on a une opposition, on a un parti au pouvoir pour que les Ivoiriens puissent vivre dans des conditions rassurantes. Et ce qui se passe là en ce moment, c'est toute la responsabilité d'une quelconque préparation de crise préélectorale, électorale et post-électorale incombe à toute la classe politique. Pas que les représentants des partis politiques rassurent les Ivoiriens. Ce que nous entendons sur ce plateau est dangereux. Est dangereux. La condescendance, le mépris des politiciens, c'est grave. Et mon intervention va s'arrêter là. Merci. Pour appeler les partis politiques à rassurer les Ivoiriens. Merci Guy Nepa. Merci pour votre participation à ce débat. Bernard Zikokora. Alors, je vais ramener nos amis à la loi. Parce que tant qu'on ne va pas débattre en encadrant nos interventions par la loi, mais on perd le temps. Et comme l'autre vient de le dire, ça laisse transparaître qu'on est en train de créer une situation donc, dans le pays. L'article 11, comme tu l'as sollicité, tu n'as la pas, je vais t'informer là-dessus. Je ne vais pas tout lire. Hein. On dit la période d'établissement... Article 11 de quel texte? Article 11 du code électoral. Du code électoral. Non, le code électoral, frère, calme-toi. Tu n'as pas fait de bruit à tout moment.
Allez-y, continuez. Quand tu parles, je t'écoute. Allez-y. Il faut avoir le respect de m'écouter également. Ah, donc, l'article 11, la période d'établissement de la liste électorale ainsi que les modalités pratiques de son exécution sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la commission chargée des élections. Dans tous les cas, il faut bien ouvrir les oreilles pour écouter. Dans tous les cas, la liste électorale provisoire doit être publiée 3 mois au plus tard avant les élections par voie d'affichage dans tous les lieux de vote afin de permettre sa consultation par les électeurs. Bon, ils vont nous dire sur ce plateau, on commence la révision de la liste électorale. À quelle période? Et on affiche la liste provisoire dans quel mois pour respecter l'article 11 et aller aux élections présidentielles. Je peux répondre à ça? Non, laissez-le terminer. Il a son temps de parole. Non, laissez-le terminer. Mais pourquoi tu as obligé? Ah oui, je me suis proposé de... Non, il n'y a pas de problème. Allez-y, calmez-vous. Calmez-vous, messieurs. Calmez-vous. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Laissez-le terminer. Il a posé une question. Mais vous allez répondre quand vous allez avoir votre temps de parole. Isi Kokora, s'il vous plaît. Non, Laurent Gbagbo, s'il te plaît. Messieurs, les Ivoiriens ont besoin de comprendre. Messieurs, Sali Karim, vous n'allez pas vous y mettre. Vous n'allez pas vous y mettre. S'il vous plaît. Les Ivoiriens ont besoin de comprendre et on ne peut pas se comprendre dans le désordre. Si tout le monde parle à la fois, chacun son temps de parole, vous notez et ensuite quand on vous donne la parole, vous répondez. C'est aussi simple, s'il vous plaît, messieurs. On peut continuer? Alors, je poursuis pour dire, j'espère qu'ils vont rester disciplinés jusqu'au bout. Alors, je poursuis pour dire, quand vous prenez l'article 11, il n'est pas possible de faire une révision de liste électorale en respectant toutes les étapes, afficher la liste provisoire et aller aux élections présidentielles de 2025. Ce qu'il faut dire à nos compatriotes, c'est que le parrainage doit se faire sur la liste définitive et non sur la liste provisoire. Ça veut dire qu'il est totalement impossible parce que le dépôt des candidatures, c'est en août. On sera en plein dans la révision de la liste électorale. Ils nous ramènent en 2020. Mais soyez honnêtes. Ce sont les partis politiques qui ont estimé que la révision de la liste électorale, donc qui s'est faite en 2020, en juin, était contraire à la loi. Et il ne faudrait plus que ça se répète. Donc, revenir sur 2020, ce n'est pas logique. Ça, c'est la première chose. Et vous avez posé une question qui est essentielle. Quel est le projet des sociétés? Ils nous disent, ils en ont, mais sauf qu'ils n'ont pas de candidat. En bon, moi, ça me surprend. Donc, Gbagbo Laurent n'est plus votre candidat? Alors que sur ce même plateau, vous avez insisté pour dire Laurent Gbagbo est votre candidat. Aujourd'hui, c'est à vous devant les Ivoiriens que vous n'avez pas de candidat. Ça c'est malheureux. Ça dit une chose de son contraire. Mais d'ailleurs, les idées, vous en avez. Voilà pourquoi le projet de société Laurent Gbagbo, c'est 10 francs d'impôt sur les sardines pour financer les projets de société. Voilà le seul projet dont vous disposez. Et donc, quand il nous dit Laurent Gbagbo, il est le père des programmes en Côte d'Ivoire, peut-être qu'on peut lui accorder cela, sauf qu'aujourd'hui, il n'a plus cette capacité, il n'a plus cette énergie qui lui permettait de créer un projet de société, donc depuis les années 88. Et mais ses amis qui étaient avec lui, les Mamadou Koulibaly, les Ouraga Obou, tous ceux-là qui l'aidaient à écrire un projet, ils sont où aujourd'hui? C'est vous, les enfants comme ça, qui êtes autour de Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce que vous pouvez apporter à M. Laurent Gbagbo? Rien. Voilà. Non, absolument rien. On voit dans votre comportement ici, vous n'êtes pas discipliné. Voyez-vous? Donc, nous connaissons M. Laurent Gbagbo dans les années avant 90. D'ailleurs, je confirme que le président Laurent Gbagbo avait déjà son programme de gouverner autrement la Côte d'Ivoire depuis les années 88. Avant même qu'il ne soit candidat, avant le multipartisme, en 90, il avait déjà un projet, alors qu'il n'était même pas encore candidat. Mais pourquoi aujourd'hui, où lui-même s'est déclaré candidat, je crois que vous avez commencé les parrainages, c'est ce qu'on a entendu, mais vous commencez les parrainages pour votre candidat, et puis vous venez dire ce soir que vous n'avez pas de candidat, voilà pourquoi vous ne présentez pas votre projet. Vous n'avez aucune offre pour les Ivoiriens, sur la santé, vous n'avez rien, sur l'éducation, vous n'avez rien, sur les infrastructures, vous n'avez rien. D'ailleurs, on écoute, on va revenir sur son meeting, mais de tous les meetings que vous organisez, qu'est-ce que les Ivoiriens tiennent du discours de Laurent Gbagbo? Aucun projet, à part parler de lui-même, à tout moment. Mais qu'est-ce qu'il présente pour les Ivoiriens? Vous n'avez aucun projet, on vous met au défi de nous dire, de 2026 à 2025, qu'est-ce que vous allez faire pour la santé ou l'éducation? Vous n'avez aucune idée. Donc arrêtez de tromper les Ivoiriens. Voilà pourquoi d'ailleurs, au lieu de vous préparer à aller aux élections, vous préparez une crise. Mais comme je l'ai dit, je vais le confirmer encore, on ne va pas vous donner cette possibilité de créer la crise en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes tous entendus, en ce qui concerne la révision de la liste électorale, donc qui a commencé en octobre, devait prendre fin en juin. Et on vous pose la question, vous n'arrivez pas à répondre.
Pourquoi est-ce qu'ensemble, on a accepté d'enrôler les enfants de 17 ans? Quel était l'objectif? Vous ne pouvez pas répondre. Terminé. Parce que la logique est que nous étions tous convaincus, nous avons tous convenu qu'il ne peut pas avoir de liste, de révision de liste électorale avant d'aller aux élections. Donc, il fallait capter le maximum d'électeurs. Et voilà pourquoi nous avons tous accepté d'inclure les enfants de 17 ans en octobre. Mais vu que vous n'êtes pas prêts à aller aux élections, vous remettez tout en cause. Tout ce dont nous avons obtenu grâce au dialogue, vous remettez tout en cause. Et j'ai entendu quelqu'un dire qu'ils ont écrit au Premier ministre donc pour qu'on puisse discuter de la révision de la liste électorale. Mais ce n'est pas au Premier ministre qu'il faut écrire. Le Premier ministre n'a pas en charge de la gestion de la révision de la liste électorale, mais plutôt la Commission électorale indépendante. Donc vous vous trompez toujours de porte. Parce que vous cherchez la petite bête pour ne pas aller aux élections en créant donc une crise artificielle pour ne pas aller aux élections, c'est tout. Mais les Ivoiriens ne vont pas vous laisser, merci. Laisser faire ça. Merci, on vous a bien compris. Messieurs, je vais vous rappeler qu'on a un deuxième thème à aborder. Donc, il faut qu'on puisse refermer ce sujet et ensuite aborder le deuxième sujet, Blaise Lasme. Et ensuite, on va passer au deuxième sujet. Allez. Oui, mais il faut qu'on sorte du coq à l'âne. Il y a eu deux sujets qui nous ont convoqués ici. Le premier sujet, c'était la liste électorale, l'affichage de la liste électorale définitive. C'est sur ça qu'on doit donner chacun son avis. Et c'est ce sujet-là qu'on veut Voilà. Allez-y. Maintenant, le jour où on va parler des programmes de gouvernement, mais on va revenir ici et puis on va en parler. Et je répète ça, même la dernière fois, j'ai dit ça ici. Chaque moment, son débat, chaque moment, son sujet. Là, le sujet n'est pas sur le programme de gouvernement. On va parler de la liste électorale. Et sur ça, nous sommes factuels. Sur ça, nous disons que nous n'avons jamais été associés à une entreprise visant à ne pas faire la liste électorale en 2025. On n'a jamais été associé à ça. On n'a jamais donné notre accord pour ça. La deuxième chose que nous disons qu'en juin 2020, il y a une révision de la liste électorale qui n'a pas empêché la tenue d'élections. Maintenant, si eux, du RHDP, me disent que ce qui a été fait en juin 2020 est illégal, ça voudrait donc dire qu'ils confirment que le chef d'État issu de ce scrutin qui est illégal est lui-même illégal. Moi, je prends note. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Et puis avançons sur le sujet. Mais le jour qu'on va parler du programme de gouvernement, on va en parler. Il y a quelqu'un qui disait ici que pendant 10 ans, le RDR n'a pas fait de meeting. C'est une énormité. C'est une énormité. Donc je pense qu'il doit se ressaisir. Parce qu'on ne va pas passer tout le temps à manipuler les gens, à manipuler l'opinion. Parce qu'il y a des gens qui croient à ce qu'il dit. Hein. Or, c'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui disent qu'on est allé aux élections, on n'a jamais gagné d'élection. Mais attends, on est allé aux élections en 2000, on a gagné. Face à Oufou, on a perdu. En 2000, on a gagné. En 2000, vous avez gagné. Face à Guy Robert. Vous avez gagné. En 2000, on a gagné. Tu vois. Allez-y, terminez. Fanny Karim, vous n'allez pas faire Fanny Karim, vous n'allez pas faire ce que vous leur reprochez. Laissez-le terminer. Mais il est incohérent. C'est tout lui. Non, allez-y. Terminez. C'est tout lui. Donc en 2000, on a gagné. En 2001, on allait aux législatives. On a eu 96 députés. Non. Sur combien? S'il vous plaît. Sur combien? Non. Mais laissez-le terminer. Non, mais moi, je veux que vous le laissiez terminer. Combien? Vous le laissez terminer, Fanny Karim. Vous le laissez terminer. Ensuite, Fanny Karim, vous n'avez pas la parole. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Vous l'écoutez, vous prenez note et ensuite vous réagissez, s'il vous plaît. Vous voyez, l'un des grands problèmes de ce pays, et ça, quand les débats à l'approche des élections présidentielles vont venir, on va parler de la drogue. On va parler de beaucoup de choses. Et ça, c'est des sujets qui vont revenir. Mais après, je vais en parler. Est-ce que vous pouvez continuer votre raisonnement? Voilà. En législative en 2001, le FPI a eu 96 députés, le PS a eu 94 députés. Il y a eu les indépendants, 16 députés, UDPCI, 5 députés, MFA, 1 député. On a gagné. Au municipal, on n'a pas gagné, on l'a admis. Nous, quand on perd, on ne prend pas des armes, on ne dénonce pas des choses qu'on n'a pas à dénoncer. Mais en 2010, la loi disait que c'est le Conseil constitutionnel qui donne les résultats en dernier ressort. Mais on a gagné en 2010. Clairement. Et de 2010 à maintenant, Laurent Gbagbo n'a participé à aucune élection. Il n'a pas été candidat aux législatives, il n'a pas été candidat au régional, ni au municipal. Donc les chiffres des législatives, des municipales et des régionales ne concernent pas Laurent Gbagbo. On parle d'élection présidentielle. Macron était président de la France. Avant qu'il soit président de la France, il n'avait aucun député. Il n'avait aucun maire. Mais il est devenu président de la France. Emmanuel Macron, ok. Emmanuel Macron, s'il vous plaît. Donc, créons les conditions d'une élection transparente. Permettons à ceux qui ont le droit d'être candidats de candidater. Discutons des projets et des programmes que chacun a à proposer aux Ivoiriens.
Et puis laissons les Ivoiriens choisir leur président sans intimidation, sans armes. Et puis on va voir le résultat. C'est tout ce qu'on demande. Et la crise, c'est nous qui devons l'éviter. C'est pourquoi depuis, on parle de discussions. En parlant des révisions de la liste électorale, mais ce n'est pas maintenant qu'on demande la révision de la liste électorale. Ce n'est pas maintenant. Il y a longtemps qu'on demande cette révision. Si on avait accepté ce qu'on disait depuis le début, on ne serait pas aujourd'hui à sortir un article. Et là même, je doute de ça, à sortir un article là pour dire non, l'article 11 dit, ça dit. Mais non, madame. Madame, si cet article 11 est réel, parce que je doute de tout ce qu'il dit, si c'est réel, c'est qu'en 2020, tout le processus était vicié. Et on en tire les conclusions. Je vais me battre pour mon honneur et pour la Côte d'Ivoire. Attention, que répondez-vous à cela? Comment réagissez-vous quand vous avez suivi, écouté ce meeting à Port-Boué? Quelle était votre réaction? Bien, on a écouté un discours fleuve, parsemé de ricanements. Gbagbo a voulu peut-être encore... Laurent Gbagbo a voulu encore peut-être essayer de rugir comme si il pouvait encore faire peur à quelqu'un. On a pu décompter près de 14 fois l'expression « je vais me battre » ou encore « combat, 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 combat ». Et puis après, il est passé sur sa généalogie, etc., etc. Mais sa généalogie, on la connaît. On sait qu'il s'appelle Laurent Gbagbo et que sa sœur s'appelle Koudou Jeannette et que son papa, sinon supposé, je suis désolé de le dire, c'est Koudou Zépé. Voilà, donc ça, c'est des choses que nous savons. Donc la généalogie, on n'avait pas besoin vraiment qu'il en rajoute une autre couche. Mais la question que n'importe quel observateur, à 4 mois des élections, peut se poser après avoir écouté Gbagbo, cette fois-ci, comme les autres fois, c'est de savoir, quand il se sera battu, comme il l'a si bien dit, on ne sait pas en comptant sur quoi, quand il se sera battu et qu'il sera revenu au pouvoir, qu'est-ce qu'il fera pour la Côte d'Ivoire? Sur ça, jusqu'à présent, c'est un blackout. C'est toujours un blackout. Et Kokora l'a si bien dit. Sur la question de l'école, qu'est-ce que Gbagbo va faire? Laurent Gbagbo, soit M. Gbagbo ou Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Sur la question de l'école, qu'est-ce que Laurent Gbagbo va faire? Parce qu'ici, lors de ces 10 dernières années, il a dit qu'il ne pouvait même pas décréter l'école obligatoire parce que les parents d'élèves allaient le poursuivre. Parce que lui n'avait pas la capacité de créer les infrastructures nécessaires pour que les enfants partent à l'école. Sur la question des infrastructures macroéconomiques, toujours rien venant du PPACI. Le seul qui s'y est aventuré, comme Kokora l'a dit, c'était un certain Justin Katina Koné qui a proposé aux Ivoiriens d'ajouter 10 francs sur les boîtes de sardines pour construire des routes et des autoroutes et éviter aux Ivoiriens de payer des ponts à péage. Et en ce qui concerne l'enseignement supérieur, on n'a rien entendu du tout avec la multiplication des universités qui se réalisent par le président Alassane Ouattara. Mais sur 10 ans, le FPI revendique la construction d'un amphithéâtre à l'université Félix Houphouët-Boigny, je crois en 2007. Voilà tout ce qu'il revendique en 10 ans. Les Ivoiriens sont en droit de se demander aujourd'hui, il veut se battre pour revenir au pouvoir. Quand il sera revenu, qu'est-ce qu'il fera? Énergie, l'électricité par exemple. On est en train d'attendre quand il va revenir sur ce domaine, il fait quoi? Parce que c'est sous lui que les Ivoiriens ont connu le mot délestage en matière d'électricité pour la première fois, alors qu'aujourd'hui, sous Alassane Ouattara, c'est 400 campements, je n'ai pas dit village, 400 campements qui sont en train d'être recherchés en vue de recevoir l'électricité. Et bien d'autres domaines comme ça. Donc moi, je voudrais dire à Lago qui est ici présent, chargé de la propagande. S'il vous plaît. Chargé de la propagande. Voilà. Je voudrais le dire à M. Lago que pour la prochaine sortie de Laurent Gbagbo, de prendre juste un petit bout de papier et puis d'écrire dessus peut-être pont, école, collège, l'eau, barrage, pour lui donner, pour qu'après tout ce qu'il aura dit là, qu'il puisse au moins lire ça pour que les Ivoiriens, pour une première fois, entendent des infrastructures venant donc du discours du président Laurent Gbagbo, si jamais il arrivait encore. Vous avez regardé tout de suite le reportage. Un monsieur est en train de porter une bassine en plastique sur la tête. En Côte d'Ivoire, ça s'appelle Gbagbo. Et on peut dire que c'est la seule chose, après 10 ans de règne d'un président, c'est la seule chose qui porte son nom. Ça, il faut qu'il puisse convaincre au moins quelques Ivoiriens pour dire quand il va venir, il va faire mieux que ce qu'il a fait.
Je m'arrête là pour l'instant. Benaïzi Kokora, sans revenir Alors, sur ce qui a déjà on a été tous dit. suivi le meeting qui s'est tenu dans un endroit très exigu. Il faut noter que cette place, c'est entre 2000 et 3000 personnes, dont le président Laurent Gbagbo donc, a mobilisé en deçà de 3000 personnes. Pour un ancien président de la République, vraiment, c'est en deçà des espérances des Comment vous le savez? Mais c'est clair, regardez la place et nous avons les chiffres, c'est entre 2000 et 3000 personnes. Il ne peut pas dire le contraire. Voilà, donc il n'a pas mobilisé, mais ça ne nous étonne pas. D'ailleurs, peut-être qu'il aurait pu choisir une place beaucoup plus grande pour qu'on puisse véritablement mesurer sa capacité donc, à mobiliser les Ivoiriens. La première chose. Deuxième chose, c'est que, comme Karim l'a dit, Fanny l'a dit, dans le discours, il est vide. On a entendu un monsieur Gbagbo qui parlait de bagarre, que depuis 18 ans, lui, l'âge de 18 ans, lui, se bagarre. Mais il faut qu'il arrête, il faut qu'il comprenne qu'à 80 ans, on ne bagarre plus, on construit. D'ailleurs, son avenir est derrière lui, il a été président de la République. Il faut qu'il comprenne qu'aujourd'hui, le monde a évolué et qu'on ne se bagarre plus. La vraie bataille, c'est de lutter contre la pauvreté, c'est de lutter contre la corruption qui gangrène l'Afrique. Et d'ailleurs, quand il partait du pouvoir, la Côte d'Ivoire était à la 171e place en termes d'indice de perception de la corruption. Voilà les vraies batailles. Aujourd'hui, la bataille, c'est au niveau de l'intelligence. C'est au niveau de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas les muscles, mais ce sont les idées, comme on l'a dit. Jusqu'à la fin de cette émission, nos amis seront incapables de vous dire voilà une idée claire que nous avons, que le parti dispose pour aller aux élections et transformer donc la Côte d'Ivoire. Ils n'en ont pas. Et je les mets au défi. Tous les meetings que le président Laurent Gbagbo a organisés, il n'a jamais mis en avant donc, des ébauches donc, de solutions par rapport aux problèmes donc, de la Côte d'Ivoire. Donc il n'a fait que parler de lui-même, il n'a fait que parler de bagarre. Et il dit que son nom est retiré de la liste électorale, comme si c'était une surprise. Depuis 2020, le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et lorsque la CEI a affiché la liste provisoire où ses partisans n'ont pas vu son nom, mais ils sont allés saisir le tribunal dans le cadre du contentieux. Mais le tribunal a confirmé la radiation donc, de son nom en août 2020. Donc M. Laurent Gbagbo sait qu'il n'est pas sur la liste électorale en 2022. Et il allait se réinscrire sur la liste électorale. Lorsque la liste provisoire est sortie, il n'a pas vu son nom. Donc depuis 2022, il sait que son nom n'est pas sur la liste électorale. Donc vraiment, c'est très beau de jouer sur les émotions de ces militants, mais il sait. Et ici, ce plateau, il y a eu des débats ici, en présence donc, de Blaise Lasp, où les gens étaient en train de lui dire que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, s'il n'y a pas l'intervention d'une loi d'amnistie, son nom ne peut pas être sur la liste électorale. Ils ont affirmé que eux, en ce qui les concerne, Laurent Gbagbo a son nom sur la liste électorale. Mais donc quand la liste sort et qu'il n'y a pas d'intervention, donc de mesures spécifiques telles qu'une la prise d'une loi d'amnistie, mais naturellement, Laurent Gbagbo ne peut pas avoir son nom sur la liste électorale. Donc, dans le discours, vraiment, on a entendu beaucoup de choses. Il nous parle donc, il rêve d'une Côte d'Ivoire donc de liberté, mais le président Laurent Gbagbo ne peut pas nous dire ça, puisqu'il a géré ce pays pendant 10 ans. Quelle est la liberté d'expression qu'il a laissée dans notre pays? C'est sous lui donc, que les manifestants étaient matraqués, étaient frappés. C'est lui qui disait à Divo qu'il donne donc l'ordre à la CRS de mater tous les manifestants et qu'ils n'avaient pas donc, à réfléchir des conséquences. Et qu'après, ils vont réfléchir à tout cela. En mars 2004, mais ils ont massacré donc, les manifestants de l'opposition, donc qui revendiquaient l'application des accords de Makossi. Selon l'ONU, c'est près de 150 personnes tuées. Et selon les opposants, 300 personnes tuées. Donc quand on a géré ce pays de façon catastrophique et qu'on a été chassé, vous n'avez pas gagné les élections, c'est faux de dire que vous avez gagné les élections en 2010. D'ailleurs, c'était un groupement que vous avez mis en place, où vous avez déposé dans tous les partis politiques, mais malgré ça, vous avez dépassé Alassane Ouattara seulement de 5%. Le monsieur il avait fait 3 apparitions à la télévision nationale, mais il a eu 32%, où le président Laurent Gbagbo a eu 38%. Donc, en termes de majorité, vous n'avez jamais été majoritaire donc, dans ce pays. Et comme Fanny l'a dit, quand on regarde les résultats aujourd'hui, quand vous avez 2,9% donc de mairie en Côte d'Ivoire, 7% au niveau de l'Assemblée, 0% dans les régions,
Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que oui, Laurent Gbagbo donc, est capable donc, de revenir au pouvoir. Il ne peut pas revenir au pouvoir. Merci. On va leur permettre de réagir. Et donc son discours, il est vide. Ça ne nous surprend pas. Et on vous a bien compris. Et on va leur permettre de réagir. Blaise Lasme, donc on a... Je pense qu'avec la permission de Blaise, je vais commencer. Vous allez commencer. Oui. Allez-y donc, Fabrice Lavie. Vous savez, je voudrais, avant de parler du discours du président Laurent Gbagbo, relever deux faits. Je pense que tout à l'heure, lorsque M. Kokora-Ounzi parlait, il nous a traité, mon ami et moi, d'enfants. Bon, je ne sais pas d'où il tire, mais nous avons de la quarantaine et nous sommes peut-être plus âgés que le président Laurent Gbagbo lorsqu'il menait son combat. Et ses amis avec qui il écrivait ces projets de société dont tu parlais, ils avaient sensiblement notre âge, j'étais moins âgé. Donc le président Laurent Gbagbo n'est pas arrivé dans la politique par effraction ou par infraction, comme votre leader. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression qu'ils étaient tous âgés, mais ils avaient tous notre âge. Je fais ça juste cette précision pour que vous compreniez. Ah, c'est la première des choses. La deuxième des choses, madame, c'est que messieurs ont beaucoup parlé de projets. Et moi j'aime ça. J'ai envie qu'on parle de projets. C'est justement parce qu'on a envie qu'on parle de projet que nous souhaitons que les problèmes liés au processus électoral soient réglés pour qu'on parle de projet. Parce que j'ai deux messieurs ici qui sont issus du secteur éducation et santé. Je suis content qu'ils soient là. Est-ce que M. Fani, qui est issu du secteur éducation, il sait qu'aujourd'hui, en 2011, le budget de l'éducation représentait 11,9% du budget global de l'État du Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui, en 2025, ce budget représente 9,4%. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il sait, ce monsieur, qu'en 2011, on avait un enseignant pour 39,5 élèves et qu'aujourd'hui, en 2025, on a un enseignant pour 42 élèves? Est-ce qu'il le sait, ce monsieur qui est enseignant de profession? Est-ce qu'il sait qu'en 2011, le salaire minimum pour un enseignant, c'était 190 000 et qu'aujourd'hui, en 2025, le salaire minimum pour un enseignant, c'est 240 000? Mais est-ce qu'il sait qu'on a une inflation qui, en 2025, aujourd'hui, est à plus de 3%? Est-ce qu'il sait que lorsqu'on calcule l'inflation, qu'aujourd'hui, les enseignants ont une perte de pouvoir d'achat de moins de 16%? Est-ce qu'il le sait? Parce que les chiffres que je donne là, ce sont les chiffres de la cellule communication du RADP. Est-ce que ce monsieur Kokora-Ounzi, qui est issu du secteur santé, est-ce qu'il sait que la Côte d'Ivoire a signé le protocole d'Abuja, qui nous fait obligation d'avoir 15% de notre budget qui est consacré à la santé? Est-ce qu'il sait qu'en 2011, en 2010, pardon, en 2000, on avait 7,76% du budget qui était consacré à la santé? Est-ce qu'il sait qu'en 2010, parce qu'on a vécu 8 ans de crise, ce budget est descendu à 4,33%. Mais madame, aujourd'hui, en 2025, où on nous vante une Côte d'Ivoire qui explose tout, on a 4,89% du budget de l'État de Côte d'Ivoire qui est consacré à la santé. Est-ce que ces messieurs le savent? Et puis quand on parle, moi j'ai étudié un peu les lettres, j'ai étudié un peu les discours. Quand on parle, il y a la crédibilité du discours, hein. Il faut qu'on soit sérieux. Monsieur Kokora qui est là, c'est un peu produit du système de la formation de Côte d'Ivoire. Il a été formé par l'Institut de formation des agents de santé. Mais est-ce qu'il a servi la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, il est assis en France et puis tout. À chaque fois... Non, madame, vous me permettez de finir? Non, quand il nous a traité... Je vous ai donné un moment pour écouter. Messieurs, s'il vous plaît. Madame, je voudrais finir dessus. Non, c'est bien que vous finissiez, mais je vous rappelle qu'on est en train de s'éloigner. Non, on ne va pas s'éloigner, vous en faites pas, je reviendrai dans le sujet. Je reviendrai. Bien sûr, je suis là. Je suis là pour ça, madame. Donc je disais que la critique, quand elle est portée, il y a la critique, il y a celui qui porte la critique. Et la crédibilité de celui qui porte la critique. Et aujourd'hui, on en fait des gens qui n'ont pas la crédibilité nécessaire pour porter la critique. Mais comme ils veulent qu'on fasse ce débat et sur le projet, c'est juste pour leur donner un aperçu de ce à quoi nous sommes prêts pour travailler lors de ce débat-là. Maintenant, parlons du président Laurent Gbagbo et de son discours. Il y a 5 points importants que le président Laurent Gbagbo aborde dans son discours. Le premier point, c'est son indignation relative à son exclusion de la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo rappelle qu'il n'est pas un voleur. Il rappelle que le procès dit de la BCEAO, qui l'exclut de la liste électorale, est une mascarade. Il rappelle, et c'est moi qui l'ajoute, puisque au cours de ce procès, ni la BCEAO, ni aucune banque internationale ne s'est portée partie civile à ce procès. Il n'y a que l'État de Côte d'Ivoire qui s'est porté partie civile, soit disant pour le dédommagement pour les effets néfastes de la crise, et la BNI. Ils sont seulement ces deux entités qui sont portées pas civil. La BCEAO a dit qu'elle n'a rien perdu. La LGBCI dit qu'elle n'a rien perdu. La BCC dit qu'elle n'a rien perdu. Mais ce procès est pourtant baptisé procès de la BCEAO. Donc le président Laurent Gbagbo, il crie son indignation. Deuxième point, le président Laurent Gbagbo souligne l'inéligibilité de Alassane Dramane Ouattara. Il estime qu'en 2015 déjà, il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. Et ce qu'il dit, ce n'est pas lui qui le dit, c'est plusieurs cas du RDS, ici Bakongo, Sansan Kabilé, et je pourrais en citer à l'appel, qui ont dit, lors du vote du référendum, que cette nouvelle constitution ne permettait pas à Alassane Ouattara de faire un troisième mandat. Donc quand le président Laurent Gbagbo le dit, il se fait justement le porte-parole de ces cadres du RDA qui, entre-temps, ont changé de fusil d'épaule. Donc oui,
M. Alassane Ouattara, il est inéligible. Il était inéligible en 2020, il est toujours inéligible et il n'est pas question qu'il obtienne un 4e mandat. C'était le 2e point que le président Laurent Gbagbo soulève. Le 3e point, il rappelle son passé militant. Parce que certains ont compté ici combien de fois le président Laurent Gbagbo a utilisé le mot, battait le mot combat. Il ne faut pas qu'ils pensent à la guerre, qu'ils entendent combat. C'est des combats démocratiques. C'est comme ça que, grâce à lui, vos enfants peuvent voter à 18 ans. C'est grâce au combat du président Laurent Gbagbo que vous pouvez aujourd'hui défendre la CEI. Ce sont les fruits de son combat. Donc, quand vous jouissez du fruit de son combat, soyez un peu plus respectueux et puis ne croyez pas que le combat, ça renvoie à la guerre. Donc, le président Laurent Gbagbo, oui, il souligne son passé militant et il rappelle qu'il va se battre pour son honneur et pour la Côte d'Ivoire. Parce que le président Laurent Gbagbo, madame, c'est un homme d'honneur. Et il n'entend pas laisser son nom souillé. Son 4e point, c'est la dénonciation de la situation politique en Côte d'Ivoire, où il rappelle encore que plusieurs de nos amis sont en prison. Je pourrais citer notre camarade Gala Koulebi, à qui justement j'ai rendu hommage lors de ce meeting. Je pourrais citer le SGA du PPACI, Charles Dosso-Rodel, qui est en prison pour avoir fait une marche pour dénoncer la cherté de la vie. Donc oui, la situation des droits de l'homme est inquiétante. Et puis, en dernier point, le président Laurent Gbagbo rappelle son rêve pour la Côte d'Ivoire. Il le dit, je rêve d'une Côte d'Ivoire libre, je rêve d'une Côte d'Ivoire où l'école est gratuite, je rêve d'une Côte d'Ivoire où l'assurance maladie universelle fonctionne. Parce que, madame, les grandes thématiques que ces messieurs revendiquent là, c'est le président Laurent Gbagbo qui les a introduits dans le débat politique. Quand on parle d'assurance maladie en Côte d'Ivoire, le premier parti, le premier leader qui y a pensé s'appelle Laurent Gbagbo. Et il a toujours ce projet. Ils en ont fait une photocopie mal ajustée, qui ne fonctionne pas d'ailleurs. Donc, oui, il y a lieu de corriger la couverture maladie universelle en place. Quand Laurent Gbagbo parle de l'école gratuite, oui, en 2000, il est arrivé au pouvoir. En 2001, au primaire, l'école était gratuite, on distribuait les manuels scolaires. Personne ne peut le nier ici. Mais il a fallu qu'ils prennent des armes pour porter le boubou en 2002, pour empêcher le progrès. Donc, madame, voici les 5 points que nous relevons. Et nous, au PPACI, j'insiste là-dessus, ces 5 points-là, nous sommes parfaitement en accord avec notre leader. Et nous entendons nous battre pour son honneur, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Merci Fabrice Lago. C'est vrai que vous avez parlé pendant un bon moment. On va permettre à Blaise Lasme de compléter rapidement. Oui, merci beaucoup, madame. J'ai été outré par les propos de M. Fani. Mais il en est coutumier et j'ai espéré vivement que vous alliez l'interpeller. Ça n'a pas été le cas. En parlant du père de Laurent Gbagbo, il a dit son supposé père. Je pense que le débat ne doit pas tout permettre. La contradiction à travers ces débats-là, ils ne doivent pas tout permettre. Moi et Lago qui sommes là, on ne peut pas parler du père de M. Alassane Ouattara en disant le supposé père. Ça ne se fait pas. Voilà, ça ne se fait pas. Et là, j'insiste là-dessus. On fait l'effort de respecter leur leader. Qu'ils fassent l'effort de respecter notre leader. C'est une exigence de notre part. La prochaine fois, on ne sera pas si calme. Ça, je le dis de façon très calme, mais de façon très ferme. Il faut que ce soit ferme et bien compris. Là, on va passer dessus. Mais vous voyez, madame, le président Laurent Gbagbo a fait hier une masterclass. C'est un très grand discours. Monsieur, s'il vous plaît, non. Voilà, c'est un très grand discours où il a abordé des sujets qui ne peuvent être compris que par des esprits en capacité de comprendre ce qu'il dit. Mais si tu es habitué aux armes, aux rébellions, si tu es habitué à comprendre le combat en termes d'affrontement militaire, guerrier, si tu es habitué à comprendre le terme bataille en affrontement guerrier, prôné ou porté par le commando invisible, tu ne peux pas saisir ce que le président Laurent Gbagbo dit. Le président Laurent Gbagbo dit, je ne peux pas accepter, et ça nous sommes d'accord avec lui, que mon nom soit associé à un braquage. Parce que ce qu'on appelle braquage, là, ça a été la nationalisation de la BCEAO à l'effet de pouvoir payer les salaires des Ivoiriens. La BCEAO, qui est censée être la victime de ce braquage-là, dit qu'elle n'a pas été braquée. Donc ce dit braquage ne peut pas avoir pour conséquence la radiation de la liste électorale du président Laurent Gbagbo. C'est quelque chose qu'on n'accepte pas et qu'on ne va jamais accepter, nous, le peuple Gbagbo. Parce qu'on ne veut pas que celui qui est notre leader, son nom soit associé à un braquage. Parce qu'on ne veut pas revendiquer cet héritage-là. L'héritage que nous revendiquons, c'est celui de la démocratie. C'est celui de l'intégrité. C'est celui d'un homme correct, d'un homme droit, d'un homme juste, d'un patriote qui aime son pays. C'est cet héritage que nous revendiquons. Et c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça qu'on se bat. Madame, le président Laurent Gbagbo a dénoncé le viol de la Constitution par M. Alassane Ouattara.
Mais quand il le dit, il y a un grand juriste, je vais faire lecture rapide de ce qu'il a dit. Il a dit la constitution que les Ivoiriens vont avoir, celle d'aujourd'hui, dit en son article 183, la législation en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf intervention de nouveaux tests, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. Alors, quand vous prenez les deux constitutions, la constitution qui est actuellement en vigueur, article 133, c'est la réplique exacte de l'article 183. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dispositions de l'article 133 restent en vigueur, sauf ce qui est contraire dans cette constitution par rapport à la nouvelle. Or, la durée du mandat, article 35, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois. L'article 55 de la nouvelle constitution dit exactement la même chose. Alors, à partir de là, il n'y a absolument aucune difficulté. Les dispositions de cette constitution restent applicables même sous l'empire de cette nouvelle constitution. Il n'y a aucun risque. Cela dit, le président a dit, redit et redit à plusieurs reprises qu'il ne sera pas candidat. Mais celui qui l'a dit, c'est un grand juriste. Et ce n'est pas Hubert Oulaye. Celui qui l'a dit, c'est un grand juriste, mais ce n'est pas Damana Picasse. Celui qui l'a dit, ça fait Cissé Bakongo. Madame, le président dit que M. Ouattara ne peut pas se présenter à un 4e mandat. Parce que ce qui a justifié le 3e mandat était le décès de son poulet. Mais qui est décédé maintenant là pour que le président puisse prétendre ou vouloir se présenter à un autre mandat. Et même quand le RHDP le propose à travers les pré-congrès qui sont en train d'organiser, cette fois-là, pour nous, c'est indécent. Parce que le ministre de la Justice, RHDP, qui est encore là, il a dit « Je vous remercie pour la clarté de la question posée. Vous subodérez que le président de la République entend être candidat en 2020. Monsieur le député, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler que je pourrais démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont prévu de se maintenir au pouvoir, ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections, pas après. On fait sauter... Je vais vous demander de terminer, mais ça devient long. Là, ça devient long. Non, je vais terminer. D'accord, 30 je secondes. prends rarement la parole, là, je vais terminer. S'il vous plaît. On fait sauter les verrous constitutionnels avant les élections et pas après, et on va aux élections, donc je peux vous rassurer. Madame, c'est le ministre de la Justice qui a rassuré les Ivoiriens à travers leurs députés. Il est indécent qu'on vienne nous parler encore de la candidature de M. Alassane Ouattara. Et ça, Gbagbo l'a dit, et c'est important. Parce que Gbagbo revient sur les fondamentaux de la démocratie. Laurent Gbagbo. Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Donc vraiment, voici ce que je voudrais souligner. On vous a bien mais compris, c'était une monsieur. masterclass et j'espère avoir encore la parole pour qu'on revienne. Parce qu'il parle beaucoup de bilan, il parle beaucoup de programmes. Mais on peut en parler, hein. On est outillé à tous les débats. Mais tout à l'heure, vous avez dit que ce n'était pas le thème. Oui, donc, mais comme ils permettons qu'on reste sur ce thème, s'il vous Parce plaît. que Ouattara a promis quoi aux Ivoiriens? On vous a bien Il a promis de Alassane s'installer à Ouattara ou Yamoussoukro. M. Ouattara, s'il vous plaît. M. Alassane Ouattara a promis quoi aux Ivoiriens? Je vais m'installer à Yamoussoukro dès que je suis élu. Il ne s'est pas installé à Yamoussoukro. Violation de la parole donnée. Il dit que je vais travailler à ce que la vie soit moins chère pour vous. Est-ce que la vie est moins chère maintenant qu'en 2011? Non. Il dit, je vais lutter contre la corruption. Mais si je vous fais la liste des scandales économiques qui ont émaillé ce régime, on ne va pas finir cette émission. Je suis bien obligée de vous arracher la parole maintenant. Merci beaucoup. On va leur permettre de répondre à tout ce que vous avez dit. Fanny Karim, je commence par vous. Oui, Ensuite, Inzi Kokora. En parlant de la candidature d'Alassane Ouattara pour cette année 2025, ils sont en train de lire des documents. Je voudrais vous lui apprendre que ce qu'il est en train de lire là, ce n'est pas la Constitution. C'est l'opinion personnelle de quelqu'un peut-être qui a été transcrit fidèlement ou pas fidèlement, mais ça ne remplace pas la Constitution de la Côte d'Ivoire. La Constitution de la Côte d'Ivoire qui a été adoptée donc, lors du dernier référendum, le chapeau, le préambule est bien intitulé « Nouvelle Constitution ». Ça, je voudrais dire ça et puis m'arrêter. Pour revenir sur le discours du président Laurent Gbagbo, en anglais, on dirait « cats will be cats », c'est-à-dire que Gbagbo fera toujours du Laurent Gbagbo. Il fera toujours du Laurent Gbagbo. On a quand même quelques petits éléments. Tu viens me trouver chez moi, voilà, fils authentique, tout ça. En fait, c'est le même Laurent Gbagbo. Il n'a pas changé d'un poil. Voilà, peut-être que le discours, il est un peu plus poli, il est un peu plus flou maintenant pour qu'on ne le perçoive pas. Mais Gbagbo est toujours dans la stratification des Ivoiriens, qui classifie les Ivoiriens parmi les bons Ivoiriens authentiques et les Ivoiriens non authentiques. C'est ce discours qui nous a été servi. Et c'est irresponsable vis-à-vis de la part de quelqu'un qui a été président de la République. Il faut véritablement que le président Laurent Gbagbo se ressaisisse
il faut qu'il se ressaisisse parce que, comme je l'ai dit à un certain moment donné, la Côte d'Ivoire n'a pas attendu, n'a pas fait de pause pour attendre que le président Laurent Gbagbo revienne dans le jeu. La Côte d'Ivoire a évolué et le RHDP, avec l'amélioration des conditions des populations, a habitué donc les Ivoiriens à quelque chose. La politique a changé. Pendant 10 ans, il n'a absolument rien servi aux Ivoiriens. Et c'est tout le contraire de ce qu'il a été que Alassane Ouattara est aujourd'hui. Donc, je voudrais leur demander de préparer les élections si tel est qu'ils pensent qu'ils vont aller à la présidentielle. Sinon, tout le reste qu'ils sont en train de dire là, c'est absolument du n'importe quoi. Mais Alassane Ouattara est notre candidat. J'ai même entendu dire quelque part qu'ils attendent que quand Alassane Ouattara sera déclaré candidat et que c'est seulement alors qu'ils vont descendre dans la rue. À ce niveau, on a 2 mauvaises nouvelles pour eux. Mais ils sont sur le plateau, ils ne l'ont pas dit, Fani Karim. Non. Vous n'allez pas répondre à ce qu'ils n'ont pas dit. Attendez. Mais pas sur ce plateau. Pas ici, Okay. pas ici. On est bien d'accord. Ils attendent que le président Alassane Ouattara soit déclaré candidat pour descendre dans la rue. Donc, je répète, à ce sujet, nous avons des très mauvaises nouvelles pour eux. Premièrement, ils vont descendre dans la rue. Le président de la République, aujourd'hui, s'appelle Alassane Ouattara. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un président, depuis 15 ans, maintient ce pays dans la tranquillité, dans la paix sociale. Il n'est pas encore arrivé une seule journée depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui où l'Ivoirien s'est levé le matin et empêché d'aller au travail pour quelque trouble social que ce soit. C'est ce président que nous avons. Ces gars-là. Deuxième chose, si Alassane Ouattara est déclaré candidat, c'est là qu'ils vont descendre dans la rue. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que Alassane Ouattara est effectivement notre candidat. Celui-là même qu'ils n'ont jamais battu à une élection. Alassane Ouattara est le candidat. C'est le souhait du parti, RHDP. mais ce n'est pas encore confirmé. Ça sera confirmé. Okay. Parce que nous ne voyons pas comment est-ce que le président pourrait bien se soustraire à cette volonté générale de l'ensemble de ses militants aujourd'hui. Et même ceux qui ne sont pas militants du RHDP, aujourd'hui sont dans la sérénité parce qu'ils savent qu'ils sont dans un pays qui est maintenu et qui est surveillé d'un main de maître par quelqu'un qui sait s'occuper d'un pays. Parce que nous savons d'où nous venons. Nous étions tous en Côte d'Ivoire, on sait d'où nous sommes partis pour être dans la Côte d'Ivoire de tranquillité où nous sommes aujourd'hui. Bernard Ndi Kokora, avec vous, j'aimerais être factuel. Je sais que vous avez des points. J'aimerais que vous puissiez réagir à certains points qui ont été donnés, notamment le premier point, donc Laurent Gbagbo qui dit « je me battrai pour mon honneur, je ne suis pas sur la liste électorale, je ne suis pas un voleur ». Parlant de la caste de la BECAO, j'aimerais que ça fasse partie de vos éléments de réponse. Je vais répondre à votre question, mais avant ça, je voudrais, puisque M. Fabrice Lago a essayé de questionner ma crédibilité. Mais en termes de crédibilité, cher ami, tu ne peux pas me donner des leçons. Je ne sais pas si tu auras le courage de dire aux Ivoiriens et à tes amis que tu recevais 3 000 € de la part du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Non, madame, c'est faux. S'il vous plaît. Non, vous aurez votre temps de parole. Non, je suis d'accord. C'est pas une opinion. Vous aurez votre temps de parole. Vous allez réagir dans votre temps de parole. Mais s'il vous plaît, Fabrice Lago, vous le laissez terminer. Quand vous aurez votre temps, est-ce qu'on peut se mettre d'accord, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que lorsque vous aurez votre temps de parole, vous allez répondre à ce que vous considérez comme le temps de la diffamation? Ne sois pas fébrile. S'il vous plaît. Alors, donc, je répète sur ce plateau, et tu peux porter plainte comme moi si tu penses que c'est de la diffamation, mais tu recevais 3 000 € de la part du Premier ministre Ahmed Bakayoko jusqu'à sa mort. Et c'est vrai qu'il est décédé, mais les personnes qui t'apportaient cet argent, nous avons les preuves. Et d'ailleurs, je te rappelle une chose, tu étais bloqué sur West End et tu avais demandé que désormais, ce fonds te soit transmis via RIA et MoneyGram. Mais vous allez réagir. On est sur le plateau. Nous sommes encore là. Vous allez réagir. Je parle devant les Ivoiriens. Je prends mes responsabilités. J'assume. Et si on peut me donner mon téléphone, j'allais te montrer toutes les traces des transactions. Mais ça, tu ne l'as jamais dit. Tu n'as jamais dit à tes partisans. Donc, en termes de crédibilité, tu n'as aucune leçon à me donner.
En termes de crédibilité, toi qui étais le bon petit de Stéphane Kipré, il a travaillé où pour être milliardaire, multimilliardaire? Il n'a jamais travaillé dans son pays. Donc en termes de crédibilité, si tu vas sur ce terrain, je pense que tu vas je vais dire, enfoncer. Et parce que tu n'es pas un exemple ni un modèle. D'accord. Est-ce qu'on peut continuer? Parce que Stéphane Kipré n'est pas sur ce plateau pour répondre. Non, il n'y a pas de problème. Répondre. Voilà pourquoi il ne faudrait pas qu'il rentre dans des questions personnelles. Revenons au débat, s'il vous plaît. Parce que je suis plus outillé sur cette Revenons au question débat, que toi. s'il vous plaît. Donc, pour revenir sur le débat, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il n'est pas voleur, il n'est pas... Mais lorsque une instance sous-régionale a pris la décision de te retirer tout pouvoir d'agir sur les comptes donc, de la banque et que tu prends des militaires accompagnés donc, de certains cadres pour aller retirer de l'argent, comment on appelle ça? C'est du vol, c'est du braquage. Laurent Gbagbo a braqué la BCEAO parce qu'il n'avait plus le pouvoir ni l'autorité, donc à un moment précis, de prendre des fonds à la BCEAO. Donc il a été jugé pour ça et le débat, il est clos. D'ailleurs, il a dit dans son meeting, dit que lui, il est voleur, c'est une injure. Mais c'est Laurent Gbagbo qui a traité le président Houphouët-Boigny ici dans ce pays de voleur. C'est lui qui l'a fait et a poussé les jeunes gens à les traiter de voleurs. Donc lui, à son tour, où il a été pris sur les faits donc, de braquage donc, de la BCEAO, il ne peut pas dire aux Ivoiriens qu'il n'est pas voleur. Il a braqué et c'est une décision de justice. Il ne peut pas s'opposer à cette décision de justice. Et d'ailleurs, voilà ce qui donc, a suscité sa radiation de la liste électorale. Et il doit l'accepter. Alors, quand on entend nos amis, c'est une masterclass que le président Laurent Gbagbo a fait. Moi, je veux vraiment inviter nos amis à donner des conseils aux vieux. Parce que son discours, il est totalement, je veux dire, pas responsable. Un ancien président de la République qui parle, oui, celui qui veut m'attaquer, il faut qu'il y ait son slip. Mais quand même, c'est dégradant. C'est pas responsable. Pour un ancien chef de l'État, tu ne peux même pas parler de projet dans un meeting et vous appelez ça masterclass. Mais c'est regrettable. Vous êtes quand même jeune. Dites aux vieux que le monde a évolué et que le discours, donc à la limite, amusant, donc qui tient dans les meetings, ce n'est pas responsable. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas besoin d'un tel discours. Donc ce n'est pas un masterclass. Peut-être que c'est un masterclass pour vous, mais pour les Ivoiriens, pour la jeunesse qui attend donc un avenir radieux, n'a pas besoin de ce type de discours. D'ailleurs, voilà pourquoi vos meetings ne mobilisent pas entre 2 000 et 3 000 personnes. Ça démontre que le président Laurent Gbagbo n'est plus attractif parce qu'il n'a pas un discours donc attrayant. Et ça, vous le savez très bien. Alors, j'ai entendu des choses, oui, sous nous, le budget de la santé, c'était combien? 7%, tu as dit? 7%. Mais avec ce budget, combien d'infrastructures avez-vous construites avant de partir? Même pas un seul hôpital général. Dans ce budget, on va vous poser la question, qu'est-ce que vous en avez fait? Moi, j'ai travaillé au CHR de Gagnoa, mais pendant près de 5 ans, on n'a pas eu de radiologie à Gagnoa. On partait faire les radios dans les cliniques. Oh, c'est la vie du président Laurent Gbagbo. Et donc, quand venir vous asseoir sur un plateau pour essayer de défendre le bilan du président Ouattara et le président Laurent Gbagbo, c'est ridicule. Et la dernière fois, je crois qu'Atu l'a dit, il y a un débat que vous ne devez pas aborder, c'est le bilan. Sincèrement, tu dis que sous le président Alassane Ouattara, le budget pour la santé, il est faible, mais malgré qu'il est faible, vous avez vu toutes les infrastructures que nous avons construites. Construire un centre de cancérologie, construire un CHU à Bobo, donc qui va sortir des têtes bientôt. Toutes les infrastructures existantes au niveau de la santé ont été réhabilitées. Aujourd'hui, nous avons 21 scanners. Quand vous partez, il y avait combien de scanners en Côte d'Ivoire? 0 scanner. Quand vous partez, il y avait combien de IRM en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, nous en avons 14. Nous avons un centre donc, de médecine nucléaire, malgré le budget sous le président Ouattara qui serait faible au niveau de la santé. Donc nous avons fait des choses. Aujourd'hui, nous avons ouvert un institut de cardiologie à Boaké. Dites-nous les infrastructures que vous avez construites avant de partir. Aucun équipement dans nos centres de santé. Vous avez fait quoi avec ce budget? Donc vraiment, il y a des débats sur lesquels vous êtes très mal placés donc d'initier, parce que le président Laurent Gbagbo, en termes de santé, en termes d'infrastructures scolaires, vous n'avez rien fait. Même pas 5 lycées et collèges construits chaque année. Or, aujourd'hui, c'est 40 lycées et collèges construits chaque année. Donc, c'est pour revenir sur le meeting, vraiment, le discours que nous avons entendu du président Laurent Gbagbo, qui a passé tout son temps à dire, oui, si on m'invite à la bagarre, je vais me bagarrer. Je vais lui rappeler qu'il est resté figé en 2010, où il pense que la politique se limite donc à la bagarre, mais le président Ouattara vraiment ne construit pas la Côte d'Ivoire en passant à la bagarre, mais ce qui l'intéresse,
c'est de lutter contre la pauvreté, c'est de travailler à transformer donc l'économie de la Côte d'Ivoire et faire de notre pays merci, je suis bien obligée de vous arracher la parole. De tous les grands rendez-vous au niveau donc, vous avez eu suffisamment un temps de parole. Merci. Hervé Kofi nous appelle. Vous aurez la parole, monsieur, ne vous en faites pas. Hervé Kofi nous appelle de Boaké. S'il est toujours là, vous êtes nombreux à attendre en ligne. Allez-y, on vous écoute rapidement. Oui, bonsoir, Madame Débat. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. Alors, ce que je vais dire, je vais demander à tout le monde de noter ce que je vais dire parce que c'est très important pour tous les Ivoiriens. D'abord, le bilan du président Ouattara est inattaquable. On ne doit pas l'attaquer. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que le président Ouattara, il ne sera pas candidat. Si vous voulez noter, vous avez ma petite me dire, il ne sera pas candidat. Maintenant, l'opposition, ils sont en train de jouer un double jeu. Tant qu'eux tous ne parleront pas le même langage, ils vont faire les élections, ils vont perdre. Actuellement, la seule chose qui peut sauver la Côte d'Ivoire, vous l'avez vu, en 2010, le président Gbagbo a autorisé à tout le monde d'être candidat. Le président Alassane Ouattara, le président Bédié, avec l'âge était passé. Donc là où nous allons, l'enjeu est très important pour tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est plus importante que tous ceux qui sont là. Le président Gbagbo, aujourd'hui, il a 80 ans. Quand il parle pas pour lui. Aujourd'hui, il parle pour toute la Côte d'Ivoire. Il veut qu'il y ait ce jeu d'équité pour tous les Ivoiriens. Les acteurs politiques aujourd'hui, beaucoup sont lésés. Je me pose la question, quel est le match où on va jouer où il y a 3 joueurs dans chaque équipe qui ont un carton rouge? La CEI, on parle de son impartialité. Donc, pour régler le problème pour la Côte d'Ivoire, il faudrait que, on peut décaler les élections de 6 mois, sans toutefois que la prochaine élection à venir soit décalée. Donc, pour sauver les Ivoiriens, il faudrait qu'on reprenne, on fasse une autre RLE. Moi, je suis d'accord avec le président Alassane pour son bilan. Mais seulement qu'il va entacher sa présidence s'il ne sait pas rendre le tabouret. Et lui, il en est conscient. Donc, notez, il ne sera pas candidat. Il va présenter quelqu'un. Hervé, comment on appelle là, l'opposition en train de se distraire, il se présente. Prenons ses paroles, il ne se présentera pas. Hervé Kofi, merci pour votre appel. Et je vais demander à la régie de faire en sorte qu'on entende mieux les téléspectateurs qui nous appellent parce que le son est un peu faible sur le plateau, ce qui rend l'écoute un peu difficile. Fabrice Lago, vous avez la parole maintenant. Merci, madame. Je voudrais rapidement, j'ai entendu M. Fani Karim dire que ce que lisait tout à l'heure mon camarade Blaise Lam, ce sont des opinions. Je suis désolé pour M. Fani Karim. Lorsqu'un ministre va défendre une loi à l'Assemblée nationale, il ne va pas pouvoir y émettre des opinions. Okay? Quand on est au pouvoir pendant 15 ans, il faut s'instruire un peu sur le fonctionnement de l'État. Donc le ministre Hassan Kabilé, il va défendre la Constitution à l'Assemblée nationale devant les députés pour faire voter cette loi-là. Il ne va pas y émettre de l'opinion. Il n'est pas dans sa famille ou chez lui à la maison. Il défend ce qui est de l'ordre du droit. Voilà, ça c'est juste cette précision que je voudrais apporter afin que les uns et les autres s'instruisent sur le fonctionnement de l'État. Il a aussi dit que depuis que M. Ouattara est au pouvoir, il n'y a pas eu un jour où quelqu'un empêchait les gens d'aller au travail. C'est un négationniste, il a des trous de mémoire. Il y a eu les soldats qui ont réclamé des prises de 12 millions, qui ont bloqué le fonctionnement de l'État pendant plusieurs jours. Il a fallu que le chef de l'État les restaure. Donc, c'est juste pour lui rappeler ça, pour qu'il se fortifie dans son oubli. Donc, c'est juste ces 2 points-là que je voulais rappeler. Maintenant, concernant M. Kokora, je vous prends à témoin et je le mets au défi de vous fournir les preuves quand tu le veux. Parce que ce qu'il a laissé entendre ce soir, j'ai dit, ce n'est pas une opinion. Une opinion peut ne pas être mienne, je peux la comprendre. Mais quand on dit que Ahmed Bakayoko, qui est un RDR patenté, a mis 3 000 € par mois à ma disposition jusqu'à son décès, M. Kokora a dit en avoir les preuves, je le mets au défi devant l'État de Côte d'Ivoire, devant les populations ivoiriennes, de fournir les preuves le plus rapidement possible et peu importe le canal de diffusion qu'il trouvera. Donc, la Côte d'Ivoire est témoin. Je ne vais même pas argumenter dessus. La Côte d'Ivoire est prise à témoin et vous êtes un peu comme l'arbitre de ce défi que je lui lance. Et je suis très impatient de voir ça. Mais je précise que c'est faux. Et je précise que c'est très faux. Et je précise que ce monsieur est un affabulateur. Je le dis pourquoi. Parce que ce monsieur qui est un touriste, enfin comme je le disais, c'est un touriste en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi j'avais parlé du système de santé, il n'a pas réagi. J'ai dit M. Kokora qui a été formé par l'INFAS, qui est allé aux États-Unis,
et puis avant chaque élection, on lui paye le billet pour venir expliquer aux Ivoiriens que tout va bien. C'est-à-dire qu'il a cité toutes les infrastructures de santé construites par M. Ouattara, mais il ne travaille d'aucune autre. Il préfère faire un dossier aux États-Unis. Ah bon? Et ce monsieur vient expliquer aux Ivoiriens qu'en fait tout va bien en Côte d'Ivoire, mais lui-même il n'y vit pas, il refuse de vivre en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je questionne la crédibilité de celui qui passe ce message-là. Parce que, madame, dans le discours politique, il y a le discours et puis il y a la crédibilité du discours. Donc quand M. Kokora vit aux États-Unis, alors qu'il était formé par l'État de Côte d'Ivoire, et qu'il refuse de travailler dans les centres de santé que M. Ouattara a construit à profusion, mais il n'est pas crédible pour dire aux Ivoiriens que tout va bien. Et c'est ce que je tenais à lui rappeler avant qu'il n'invente cette histoire où on me donnerait 3 000 €, c'est du n'importe quoi. Autre chose que monsieur... Il a cité le président Laurent Gbagbo. Mais quand on est dans le système de santé, on doit savoir que le chef d'Angré, c'est le président Laurent Gbagbo. Il a inauguré. On doit savoir que... écoutez, quand on est intellectuel, ce n'est pas l'inauguration. On doit savoir que... Réponds à la question. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Miss Fanny, comment vous avez fait pour être Allez-y, Fabrice. Réponds à la question. Calmez-vous. Vous êtes trop rebelle. Donc, madame, ce que nous disons ici, on ne va pas sortir du débat, parce que ces gens-là tentent de nous sortir du débat. Nous disons que oui, M. Alassane Ouattara ne doit pas être candidat. Et il ne sera pas candidat. Parce que nous allons contraindre le RDR à respecter la loi. Et nous allons l'y contraindre par les moyens que nous offre la loi. Parce que j'entends ces messieurs dire, si vous descendez dans les rues, mais je ne sais pas pourquoi, leur champ lexical, c'est celui de la voyousie et de la guerre. Madame, la loi prévoit les manifestations publiques. C'est encadré par la loi. Mais ces messieurs, dès qu'ils s'expriment, c'est le champ lexical de la confrontation armée. Dès qu'ils s'expriment, c'est le champ lexical du désordre. Non, madame, nous sommes respectueux de la loi. Donc nous disons que oui, pour nous, le président Laurent Gbagbo, et je le réaffirme ce soir, il est le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. Et il n'y aura pas d'autres candidats. Et le président Laurent Gbagbo sera candidat. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons commencé à collecter nos parrainages pour soutenir sa candidature. Donc nous sommes très fermes là-dessus. Et nous rappelons aussi fermement que ce qu'ils disent, que le discours du président Laurent Gbagbo n'a pas de valeur à leurs yeux. Mais oui, parce que le discours du président Laurent Gbagbo, il comporte des valeurs. C'est un homme, c'est un leader qui est au combat pour défendre sa dignité, pour défendre son honneur. Mais eux, ils ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le sens de l'honneur. Ils ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le sens de la dignité. Parce qu'ils sont dans une vision matérialiste du monde où les soutiens s'achètent, où c'est des enveloppes qu'on fait circuler, où on lui paye son billet pour venir à Abidjan. Donc, ils ne comprennent pas qu'un homme puisse aller au combat pour défendre son nom, pour défendre le nom qu'il lègue à ses enfants, pour défendre l'histoire qu'il lègue à ses partisans. Et c'est pourquoi il n'arrive pas à saisir la pertinence du combat que le président Laurent Gbagbo dit mener. Il ne dit pas que je vais me battre parce que mon rêve absolu c'est d'être président. Il dit je vais me battre pour mon honneur et pour la Côte d'Ivoire. Parce que oui, ce monsieur, il a un honneur. Il l'envoie à la CPI, madame. Il pourrait plus refuser de se soumettre à ce tribunal. Il y a des détenus à la CPI qui ont refusé de se soumettre au tribunal. Il a répondu à la madame la juge, je suis là, et que le procès se tienne, nous irons jusqu'au bout. Mais il était dans la même démarche de défendre son honneur. Mais il a fini par gagner son procès et il était réhabilité. Et on l'accuse de crimes contre l'humanité. Il gagne son procès et on nous ramène à Abidjan et on nous dit la BCAO. On l'a rappelé, la BCAO n'a rien perdu. Quand ces messieurs disent que non, il a pris la BCAO et l'a braqué. Mais je rappelle que, pendant que M. Alassane Ouattara était au Golfe, il a reçu sa pension dans ses premiers ministres de janvier à avril. Est-ce qu'il a retourné l'argent? Je vous mets au défi de prouver que pendant qu'il était au Golfe, contestant Laurent Gbagbo, il a reçu sa pension, c'était un droit d'ancien Premier ministre dans son compte bancaire. Il n'a pas retourné l'argent. Le juge, madame, qui a jugé le président Laurent Gbagbo pour le prétendu braquage de la BCAO qui l'a condamné. Mais ce juge-là, demandez-lui qui lui a payé son salaire de janvier à avril. Mais c'est justement l'argent de la Côte d'Ivoire qui était à la BCAO qui a permis de payer cette juge qui a condamné le président Laurent Gbagbo. Madame, ça manque de cohérence. Donc, en celui qui dit, l'autre État a de l'argent quelque part, je vais l'utiliser, payer les enfants de la Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'ils meurent de faim. Et celui qui dit, embargo sur les médicaments et tout, c'est celui qui a pris l'argent de la Côte d'Ivoire pour permettre aux Ivoiriens de vivre qui n'auraient pas de la dignité. Mais madame, tous ces juges qui étaient assis dans cette salle, ce jour-là qu'on condamne le président Laurent Gbagbo, demandez-le qui lui a appelé le salaire des gens. Si le président Laurent Gbagbo était un braqueur, mais tout ce monde-là, c'est tous des receleurs. Si le président Laurent Gbagbo était un braqueur, tous ceux qui étaient à l'hôtel du Golfe et qui ont reçu les salaires, mais madame, ce sont des receleurs, ils devraient se retrouver en prison. Il faut qu'on soit sérieux. Et nous le disons, mais fermement et calmement. Nous n'accepterons pas que le nom et l'honneur du président Laurent Gbagbo soient bafoués. Nous n'accepterons pas que ses droits soient piétinés. Et nous allons nous battre selon les moyens que nous offre la loi. Nous ne prendrons pas les armes parce que nous ne sommes pas outillés pour ça. Ce n'est pas dans notre ADN.
Très bien, Mais nous Fabrice utilisons Dago, tous les terminé. moyens démocratiques mis à nos dispositions par la loi pour nous faire entendre. Il faut que cela soit entendu et il faut que cela soit dit. Et c'est ce que je viens de dire. Blaise Lasma. Merci beaucoup. Merci à Fabrice. Je trouve malheureux cette tentative de discrédit. C'est pas sain. Et puis on peut s'affronter sans aller en dessous de la situ. C'est pas intéressant. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ce que je voudrais dire, j'ai entendu même l'auditeur parler de bilan inattaquable. Je répète, et ça je le dis depuis un moment, l'heure du bilan n'est pas encore arrivée. Mais quand ça va arriver, on va venir faire ce bilan. Et je me suis porté candidat pour attaquer le bilan de Ouattara. Parce que quand on dit un bilan, on regarde tes promesses que tu as faites en 2010. Et puis on met notre vécu actuel en corrélation avec tes promesses. C'est comme ça qu'on t'évalue. Quand tu dis aux Ivoiriens, si je deviens président, l'accès aux soins primaires seront gratuits, l'école sera gratuite, mais ce n'est pas la réalité que nous vivons. C'est ça qui est un bilan. Quand tu dis aux Ivoiriens, je vais faire de telle sorte que vous puissiez avoir des maisons à 25 000 francs par mois, vous serez propriétaire, donc l'accès à la propriété. Mais est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a des maisons de 25 000 francs qu'au bout d'un certain moment qui reviennent aux souscripteurs? Non, c'est ça qui est un bilan. Le bilan, c'est l'état moral de la société. Quand vous prenez le fer, la geste aussi, les primes des éléphants, les impôts, il y a plusieurs structures de l'État ont été saccagées par les barons du régime qui ont volé impunément, mais des milliards et des milliards, sans qu'un d'entre eux ne soit emprisonné. Quand on parle de ça, on dit « Ah, café cacao sur Gbagbo ». Mais Gbagbo, il a emprisonné les gens. Il a emprisonné la femme d'Afin Guessan. Parce que c'est un homme qui est couette, c'est un homme qui est pauvre, c'est un homme qui est intègre. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui est le bilan. Le bilan, c'est quand l'État de Côte d'Ivoire active des mécanismes de protection parce qu'ils ont souscrit à des fonds vautours. Madame, ça fait honte, ça fait pitié. Comment un grand économiste comme ça, tu vas prendre crédit ou tu ne dois pas prendre? Au point où quand c'est chaud sur toi, tu cours pour dire protégez-moi. C'est ça qui est le bilan. Et le bilan, on va en parler. Et ça ne va pas leur plaire. Le nombre d'écoles qu'ils ont. Moi, à Mako, il y a une école que je connais. Ils prennent une école qui existe déjà et ils mettent un peu de peinture. Ils disent à partir d'aujourd'hui, c'est lycée 1 et 2. Et ils ont fait ça dans beaucoup d'endroits. Le bilan, là, on va auditer aussi la dette. Le bilan, on va ressortir les infrastructures qui ont été financées par le contrat de désendettement qui a été octroyé, qui a été validé par Laurent Gbagbo. Le bilan, on va aussi parler de ce que d'autres États nous ont fait. Il y a des États qui nous ont fait des échangeurs. Ici, il y a des États qui nous ont fait des hôpitaux. Le bilan, on va parler de l'utilité de certaines infrastructures, là où le CHU de Yopougon ne fonctionne pas de façon optimale. Le bilan, nous sommes prêts pour ça. Mais ce n'est pas l'heure du bilan. Donc, dites-leur, laissons à faire des bilans là. Prochainement, on va programmer un truc à faire des bilans. Même Gbagbo, il n'a pas conçu d'école, il n'a pas conçu d'hôpitaux. On va apporter la preuve que c'est faux. D'accord, mais comme vous dites que c'est voilà, pas l'heure c'est du pas bilan, non, je dis ça parce qu'ils reviennent systématiquement sur ça. Et moi, je compte sur vous. Quand ils commencent, dites-leur arrêtez. C'est pas ça. Alors, on parle du discours de Gbagbo. Je laisse tomber l'éligibilité de Ouattara. Et ça, je pense, de M. Ouattara, s'il vous plaît, je pense que ce débat-là ne doit plus se faire normalement. Vous savez, une nation, un pays, c'est les tests. Un pays, c'est la Constitution. Quand celui qui est censé défendre la Constitution arrive à violer cette Constitution-là, l'ordre social est brouillé. Et on n'arrive pas à s'épanouir dans un tel pays. Vous voyez, on dit ça va, mais pourquoi les Ivoiriens traversent la Méditerranée en masse? On dit ça va, pourquoi les Ivoiriens se suicident autant? On dit ça va, madame, en prison, des gens ont la drogue, ils ont des grenades, on les tue en prison. Madame, c'est que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut qu'on revienne aux fondamentaux. La loi fondamentale doit être respectée. Celui qui doit être candidat doit l'être, mais celui qui ne doit pas l'être, même quand il a l'armée, même quand il a la police, même quand il a à sa disposition des microbes, il doit se dire lui-même non. Je vais donner quelques secondes. Et puis, je vais finir par ça. Laurent Gbagbo, on parle de procès qui a eu lieu. Mais soyons factuels. La BCAO dit on ne m'a pas braqué. Mais pourquoi vous insistez à nous faire croire qu'il y a eu braquage? Fabrice Lago l'a dit, on va On allait à la dessus, Cour africaine des droits de l'homme parce qu'on n'était pas d'accord avec le verdict qui a été prononcé ici. Cette cour-là, l'État de Côte d'Ivoire a souscrit à cette cour à travers Charles Dibu Kofi. Voici le papier qu'elle a. Mais cette cour-là a dit, et voici nos papiers qu'elle a, je vais vous donner pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Cette cour-là dit, demande à l'État de Côte d'Ivoire, ordonne
de réintégrer le nom de Gbagbo sur la liste étoile. C'est nous qui sommes pour le respect du droit et de la justice. D'accord, merci Blaise Las. Merci. Merci beaucoup pour vos temps de parole. Messieurs, je veux rappeler que cette émission a un temps bien imparti et qu'on va devoir la refermer dans quelques instants. Allez-y, Fanny Karim. Oui, Fabrice, lorsqu'il a pris la parole, a dit à un certain moment donné comment tu as fait pour être maire. Ben, j'ai été élu. J'ai gagné les élections en 2013 avec mon mentor, celui qui m'a mis en politique. Et puis en 2018, j'étais face à une liste PDCI et EDS que j'ai battue. En 2023, j'étais face à un candidat PPACI, PDCI sur la même liste que j'ai battu. Voilà, donc voici comment je suis devenu maire. Et puis ça fait plusieurs fois qu'on les entend dire on va auditer, on va auditer, on va auditer. Vous allez auditer dans quel pays, en votre qualité de quoi? Vous n'allez pas venir au pouvoir, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas gagner des élections dans ce pays. Vous le savez. Parce qu'aujourd'hui, PPACI, que vaut Gbagbo esselé? Laurent Gbagbo. Lui-même, il a appelé tout à l'heure Gbagbo. Hein. Son camarade de parti. Ce n'est pas ton camarade à toi? Ah oui, c'est un camarade politicien. Non. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo vaut aujourd'hui, esselé? Il ne parle pas avec Simone Gbagbo. Tout le cap, là, Gbagbo ne parle pas avec eux. Mais c'est tout ça l'opposition. Vous n'avez pas entendu le CAP dire que Gbagbo travaille contre le... Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Le PPACI n'avait-il pas un représentant au meeting du CAP la semaine dernière? Ben ça, je ne sais pas. Il faut leur poser la question. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Gbagbo, on sait, c'est un secret de polichinelle que Gbagbo n'adresse pas la parole à Fingessa, il n'adresse pas la parole à Charles Blé. Quel est le lien avec le discours? J'arrive, s'il vous plaît, vous allez me laisser développer ça. Il n'adresse pas la parole à Fingessa. Tout ce monde-là, il ne leur adresse pas la parole. Il est seul dans son coin, il envoie des pics même par moment à Tidiane Tam qui serait tantôt danois, qui serait tantôt français, qui serait moitié ivoirien. Tout ça, on a entendu. Donc, Laurent Gbagbo, il va tout seul. Il ne peut aboutir absolument à rien. Mais on a entendu ici, quand Laurent Gbagbo était encore là, il faut que Laurent Gbagbo vienne pour qu'il y ait la réconciliation. Il faut que Laurent Gbagbo vienne pour qu'il y ait la réconciliation. On a même pensé que si le gouvernement de Laurent Gbagbo rentrait au pays, le lendemain, les Ivoiriens se réveilleraient et puis se mettraient à s'embrasser dans la rue sans distinction. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est venu plus divisé avec lui-même que n'importe qui. Aujourd'hui, le problème de Laurent Gbagbo, mais son monde a disparu. Il est seul. Mais je les ai entendus beaucoup parler des rébellions, de armes, etc. Je voudrais terminer là-dessus. La rébellion à laquelle ils font référence là, ça n'est pas le RDR. Bien que ce parti n'existe pas aujourd'hui, mais on ne va pas laisser ce mensonge-là prospérer. Ça n'est pas Alassane Ouattara non plus, parce que le RDR, c'était Alassane Ouattara. Je voudrais dire que les deux personnalités, les deux grandes figures de cette rébellion, connues de tout le monde en Côte d'Ivoire comme à l'international, pour lesquelles nous n'avons pas besoin d'enquête pour les identifier comme responsables de la rébellion, c'est bien le sergent-chef Ibrahim Koulibaly et le Premier ministre Guillaume Soro. Et le deuxième, et il ne s'en cache pas, aucun d'entre eux ne se cache de sa responsabilité dans cette rébellion. Deuxièmement, le second, Guillaume Soro, a bien écrit un livre concernant cette rébellion où il a dit pourquoi je suis devenu rebelle, où il a cité Alassane Ouattara et il a témoigné que Alassane Ouattara n'est pas d'âme à prendre des armes ou à créer une rébellion. Donc, ça, vraiment, je voudrais que cela soit clair. Maintenant, si il pense que Alassane Ouattara était impliqué quelque part dans la rébellion, je voudrais leur poser la question. De 2002 jusqu'à 2010, Alassane Ouattara, il résidait où? Le président Alassane Ouattara résidait bien à Abidjan. Mais vous aviez la police, vous aviez la gendarmerie, vous aviez tous les services de l'État. Pourquoi vous ne l'avez pas fait arrêter? Mais il fallait le faire arrêter au lieu de venir vous asseoir ici. Et puis, ceux que vous cherchez à endoctriner, ce sont peut-être ceux qui étaient encore mineurs lorsque vous étiez au pouvoir. Sinon, tous les sachants, vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir quelqu'un. Sinon, je voudrais vous dire, cette rébellion, les responsables sont connus. Ça n'est pas Alassane Ouattara. Ça n'était pas... D'accord. Monsieur Brou Eli nous appelle de Cocody. S'il est toujours là, on va lui donner la parole rapidement. Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Alors, je voudrais d'abord saluer les intervenants.
commencer par intervenir sur l'entrée de jeu de Nzi Kokora. Nzi Kokora qui nous plaît bien. Quand il commençait son intervention, il a estimé sur la présence des ministères de Laurent Gbagbo. Il a dit qu'il ne valait pas 3 000, plus de 3 000 francs. 3 000 militants. Mais la question que je voudrais poser à Nzi Kokora, est-ce que quand le président Laurent Gbagbo demande des espaces pour faire des meetings, des espaces dignes de sa personnalité, est-ce que le gouvernement en place accepte de lui octroyer des espaces? L'exemple le plus délicat, c'était à Dabou. Il y a eu des difficultés, jusqu'à où il passait jusqu'à en Touraine pour faire le meeting. Donc, les conditions pour peser son poids politique ne sont pas réunies. Il faut qu'on soit prudent. Et dans ce pays, je crois que la Constitution de la République octroie au président de la République de prendre un décret spécial exceptionnel, en cas exceptionnel pour la paix. Et je pense que c'est ce même article exceptionnel qui a valu la candidature du président Alassane Ouattara en 2010, dans les accords. Donc, lui-même aussi, je crois qu'il avait un problème avec le résultat des EU où il ne pouvait pas candidater. Et c'est cette mesure exceptionnelle qui a permis au président Ouattara d'être candidat aujourd'hui et de gouverner dans la sérénité. Je pense que quand certaines choses de la même nature se présentent, le président aussi, pour l'amour du pays, s'il en force, doit en faire pareil. Donc, c'est sur ça que je voudrais intervenir. Merci. Si on veut mesurer le poids de Laurent Gbagbo pour voir les militants qui peuvent voir, qu'on lui reçoit l'espace qui vit. Et puis, s'il vous plaît, je voudrais terminer un dernier point. Rapidement, s'il vous plaît. On vous entend même faiblement. On vous entend à peine. Allez-y, terminez. C'est à cause de la pluie. Puis un dernier point que je voudrais terminer, c'est la Côte d'Ivoire. Notre loi suprême. C'est qu'aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. C'est pourquoi nous réclamons tout. Bon, Elie, merci pour votre appel. On va se contenter de ce qu'on a pu entendre. On n'entend malheureusement pas à la fin de votre intervention. Nzi Kokora, rapidement, d'abord, je voudrais dire à Blaise là, ce n'est pas moi qui ai commencé le débat de bas niveau. C'est bien ton ami et frère, ton camarade de parti qui a commencé à s'attaquer à ma vie privée. Il ne sait rien de ma vie. Il parle de ma formation. Qu'est-ce que je suis allé faire aux États-Unis? Est-ce que c'est le débat? Est-ce que c'est le sujet? Ce monsieur a pris l'habitude de faire des affirmations gratuites. Sur ce plateau, je n'y étais même pas lorsqu'il a dit à la face du monde qu'on a payé mon transport pour venir aux États-Unis. Non seulement c'est méprisant, tu ne sais rien de ma vie. As-tu les preuves donc de l'achat du billet? Mais tu l'as dit. Et tu n'arrêtes pas là, tu continues. L'information de ce que tu recevais 3 000 € de la part du Premier ministre à Ahmed Bakayoko, paix à son âme, mais les informations sont là. Les preuves sont là. Et d'ici tu n'es pas d'accord, tu portes plainte contre moi. S'il vous plaît. Non, je finis rapidement. Mais finissez, vous avez déjà dit, on ne va pas le personnaliser. Non, il a repris en disant, vous a juste répondu. Oui, on m'a formé, je suis allé aux États-Unis. Mais en quoi ça t'intéresse? Chacun gère sa vie comme il veut. Je peux aller sur Mars, mais si c'est là-bas que je me sens à l'aise. Mais j'y vais. La fille du président Laurent Gbagbo, bien que son père était président, mais elle était à Washington. Merci de revenir au sujet. Elle ne pouvait pas se sentir à l'aise en Côte d'Ivoire, qu'elle est partie aux États-Unis. Chacun est libre dans ce monde de voyager. Voyager, c'est une expérience qu'on acquiert. Donc il faut descendre de cette façon de faire le débat. Et tout à l'heure, tu as répété en disant qu'ils ont acheté mon billet pour venir en Côte d'Ivoire. Merci, on a bien compris ce point. Il ne faut pas me mépriser. J'ai les moyens de m'acheter un billet d'avion. Et donc, je crois que tu dois arrêter ça. Sinon, je dis, devant les Ivoiriens, peut-être que ça t'a choqué, mais c'est une vérité. Il va falloir donner l'information à tes camarades pour dire que tu recevais 3 000 €. Est-ce que nous, on peut revenir à notre sujet Alors, de ce donc, soir, vous voyez, il a commencé à rentrer, oui, Laurent Gbagbo a un bilan. Et on lui demande, il dit le jus d'engrais. Mais il n'a pas inauguré le jus d'engrais. Tu as passé 10 ans de ta vie à gérer un pays sans être capable d'inaugurer une seule infrastructure sanitaire. Et tu trouves que ça, c'est un bilan? C'est malheureux. Laurent Gbagbo a été inapte à gérer un pays. Il n'a rien réalisé de tout ce qu'il a reçu. Mais il laisse donc les infrastructures dans une situation dégradante pour aller payer une vieille usine aux États-Unis, à Fulton. Vous pensez que c'est de la responsabilité? Non, c'est de l'irresponsabilité. Et je crois que les Ivoiriens
c'est à juste titre qu'ils ont chassé Laurent Gbagbo de la tête du pays parce qu'il n'a rien apporté de positif à notre pays. Je suis heureux quand j'entends dire que la loi encadre les manifestations, mais sous vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, la marche de l'opposition de mars 2004, ça fait combien de morts? Plateau a été déclaré zone rouge par le commandant de la garde républicaine de Boblé. Vous ne saviez pas que les marches devaient être encadrées? C'est dans ce pays que des femmes ont été violées parce qu'elles avaient demandé à manifester. Mais la première dame, Simone Veil Gbagbo, mais elle a dit, elles ont cherché le viol. Qu'est-ce qu'elles avaient à être dans une manifestation? Donc vous voulez venir dire aux Ivoiriens aujourd'hui que vous savez maintenant que les marches sont autorisées, encadrées par la loi. Non, les Ivoiriens vous ont vu à l'épreuve. Et non, ils ont suffisamment parlé. On vous écoute. Non. Et on donc, vous écoute. Voilà, non, donc vraiment, vous êtes très mal placé. En termes de gouvernance, de bonne gouvernance, quand vous partiez du pouvoir, selon la fondation Mo Ibrahim, donc qui note la bonne gouvernance dans les pays africains, la Côte d'Ivoire était 46e. Aujourd'hui, nous sommes à la 16e place. Vous prenez le programme MCC, Millennium Challenge Corporation des Américains, la Côte d'Ivoire en 2011 totalisait 4 points sur 20. Mais déjà en 2016, la Côte d'Ivoire était à 17 points sur 20, qui note la gouvernance dans un pays. Aujourd'hui, dans notre pays, vous avez la Cour des comptes qui évalue la gestion donc, de l'État. Sous vous, quel était l'organe en charge donc, de l'évaluation de la gouvernance? Zéro. Ça n'existait pas. Voilà, donc vraiment, on a vu dans ce pays, les Stéphane Kipré, il a volé 4 milliards ici de la filière café-cacao. Et le Premier ministre Afinsan l'a dit. Je vous ai déjà dit, Stéphane Kipré n'est pas sur ce plateau pour répondre à vos allégations. C'est son ami. S'il vous plaît, messieurs, on a un agenda à respecter. On aimerait bien rester à nos sur nos thèmes, s'il vous plaît. Dans notre pays, il y a des milliards qui sont volés. Vous ne savez même pas comment gérer un pays. Un pays qui fait des détournements, donc un principe de gouvernance, ne reçoit pas de financement de la communauté internationale ou des bailleurs. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a la confiance donc, de nos partenaires parce qu'il y a la bonne gestion donc, des ressources que nous engrangeons grâce à nos partenaires. Et donc, les indicateurs sont là. Que ce soit au niveau de la lutte contre la corruption, on était à la 111e. Aujourd'hui, nous sommes à la 87e place parce que nous avons mis en place des instruments donc de bonne gouvernance dans notre pays. Vous avez la Cour des comptes qui évalue la gestion donc, de l'État. Vous avez la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Sous vous, quels étaient les instruments mis en place pour évaluer la gestion donc, de l'État? Ça n'existait pas. Tout se passait donc, de façon opaque. Donc, on ne peut pas donner donc, de leçons à la gouvernance du président Alassane Ouattara. D'accord, merci messieurs. On vous a vraiment bien compris sur le plateau. Moi, je vais vous proposer de préparer vos conclusions. On va faire une courte pause et quand on revient, on aura au mot de conclusion parce que ça nous fait un peu plus de 2 heures de débat.